de 2 ans à Dakar au Sénégal, précisément le 30 novembre 1989. Amadou Ahidjo, premier président du Cameroun, disparaissait à l'âge officiel de 65 ans. Nous allons recevoir sur ce plateau deux personnalités qui ont eu à travailler sur le sujet, qui ont eu des documents, eu en la possession bien sûr, des documents exclusifs que nous allons vous présenter ce soir. 22 ans après sa mort, que reste-t-il de son passage à la tête de l'État du Cameroun? Quels sont les obstacles qui persistent au retour de sa dépouille dans ce pays? Deuxième thème, suite aux difficultés que connaissent les pays de la zone euro, des rumeurs de plus en plus persistantes et non officielles ont fait état d'une éventuelle dévaluation du franc CFA, qui, on le rappelle, est arrimé à l'euro. Donc, la rumeur sur la dévaluation du franc CFA serait partie d'une tournée ouest-africaine effectuée par le président ivoirien Alassane Ouattara. Les journaux de l'opposition de son pays en ont conclu qu'il avait été envoyé par des responsables occidentaux pour prévenir d'une probable dévaluation, ou prochaine dévaluation du franc CFA. Lorsque l'on sait que ces États européens sont en crise financière depuis quelque temps, le lien est vite fait. Les rumeurs ont été démenties, ou l'information plutôt a été démentie par les plus hautes autorités monétaires, notamment de la zone BEAC, et même par le ministre des Finances camerounais. Est-ce que cela suffit pour que la population soit rassurée? Ce n'est pas sûr. La question maintenant est posée. Les pays de l'Afrique francophone et le Cameroun notamment, est-ce qu'il n'est pas temps pour ces pays-là de sortir de cette zone monétaire, le franc CFA? On va essayer d'y répondre avec nos invités. C'est vrai qu'il n'y a pas d'économistes, hein, c'est assez difficile de trouver des personnalités qui viennent en parler. Je ne sais pas si elles sont en attente de postes ministériels, parce que c'est dans l'air du temps. Hein, personne ne veut se mouiller. Hein, on va voir. Nous avons quand même M. Albert François Dikome, professeur. Vous avez été professeur à l'université de Douala, de Yaoundé, hein, déjà. On va dire... Disons que je suis maître de conférence associé à l'université de Douala. L'université de Douala, professeur d'histoire. Hein. Oui. Nous avons en face de vous maître Emmanuel Pincy, avocat, au barreau du Cameroun, bien connu. Nous avons M. Boubacar Ousmane Mey, c'est bien cela, n'est-ce pas? Boubacar, bonsoir. Bonsoir. Écrivain, oui. Hein, écrivain. Je rappelle que vous êtes le fils de M. Ousmane Mey, qui a été l'un des amis intimes, l'un des très proches du président Ahidjo, oui, qui a été ce qu'on appelait le proconsul du Nord, en fait le gouverneur inamovible de tout le Nord Cameroun pendant plus de 20 ans. Oui, mais ça supposait des responsabilités aussi. Non, bien sûr, mais je veux dire que... Des titres ronflants, non. Juste en face de vous, nous avons M. Alani Rabi Bindi, journaliste bien connu, qui a travaillé aussi sur le cas du président Ahidjo. Je vais d'ailleurs rappeler que vous deux, vous avez travaillé sur ce cas-là, puisque vous avez écrit un ouvrage qu'on va présenter dans un instant, avec des photos aussi que vous avez pu recueillir. Alors... monsieur, je rappelle bien sûr que l'émission elle est en direct et j'espère qu'il y a l'adresse qui s'affiche. Hein, l'adresse qui s'affiche. Vous pouvez nous envoyer des mails, mais ne soyez pas trop long. Respectez un peu le timing. Voilà, mettre le bruit. Hein, d'accord. On va y aller dans une minute. Il y a 22 ans, on mourait à Dakar le président Ahidjo. Quel souvenir vous gardez de lui? Anani Rabi Bindi. Le président Ahidjo, on a beau dire, a été un très grand homme dans ce pays. Il a été un bâtisseur. Parce que ce que les gens oublient, c'est que d'où est parti le président Ahidjo depuis le nord pour venir ici s'imposer à Yaoundé, ce n'était pas facile. J'ai d'ailleurs rencontré un des anciens ministres, le seul qui vit aujourd'hui, c'est Tchalamo Congo, qui disait on les appelait les gens du Nord quand ils arrivaient. Bon, parce que les Camerounais, quand ils parlent du président Ahidjo, ont toujours oublié qu'il a été conseiller de l'Union française en 1956.
Parce qu'il parle rien que quand on l'a connu à Yaoundé, nous autres. Mais il a été un très grand homme, il a été bon politicien, bon manœuvrier, et il a réussi à mettre ce pays sur les rails malgré les difficultés qu'il y avait. Parce qu'à l'époque, personne ne lui donnait 2 ans. D'ailleurs, je me souviens que Sopo Priso avait dit que lui, quand on lui a proposé aussi, au même moment qu'on proposait à Idio, il a dit qu'il a laissé Aïdjo partir et que dès qu'il se cassera les pieds, moins de 2 ans après, on viendra le supplier. Donc c'est un grand... Donc il arrive au pouvoir dans des conditions qui sont assez particulières déjà. Très difficile, oui. Très difficile. Avec un pays qui est divisé, un pays où règne une lutte armée. Quel souvenir vous gardez de lui, professeur Dikoumé? Bon, disons que c'est un souvenir en clair-obscur. Bon, le président Aïdjo, ce que je garde de lui, c'est d'abord qu'il avait la mystique de l'unité nationale, qu'il a essayé de bâtir son pays avec les moyens qu'il avait à sa disposition. Mais il y a quand même une chose, c'est qu'on ne peut pas oublier que Aïdjo a été un autocrate qui a régné sur le Cameroun avec des méthodes extrêmement dures. On peut dire qu'il avait à faire face à une lutte armée, mais je crois que s'il avait essayé de négocier avec ces Camerounais, cette lutte armée aurait pu se terminer plus tôt. Il a toujours voulu faire un passage en force, imposer ses idées, et jusqu'au bout, il s'est comporté de cette manière. Donc, on ne peut pas lui dénier un certain nombre de qualités, mais il avait aussi un certain nombre de défauts. C'est de votre avis, Maître Bensi? Disons que les gens, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas, parce que les jeunes Camerounais aujourd'hui, beaucoup ont entendu parler du président Aïdjo, mais ils ne savent pas très bien qui il est. C'est quelqu'un... J'aurais un avis en disant également que j'ai un avis contrasté. Parce qu'autant on peut dire qu'il était féru de l'unité nationale, parce qu'il en parlait toujours. Il en parlait, moi je l'ai connu, parce que j'avais mon oncle, qui était d'ailleurs un ami de M. Ousmane, mais qui était également le M. Guillaume Séké, qui était gouverneur à Yaoundé, qui était inspecteur fédéral d'administration. Et il faisait partie, comme votre père, de ceux qui étaient à la pacifique. Il était en train de pacifier le Cameroun. Donc il y a eu vraiment une période extrêmement dure d'Aïdjo, surtout un peu avant l'indépendance. On sait comment il est arrivé au pouvoir avec Mbida, comment ça s'est transformé avec ce populiste, etc. C'était des périodes vraiment excessivement difficiles. L'indépendance d'ailleurs du Cameroun en 1960 s'est passée, on pensait qu'il allait avoir la guerre. Et que quand il est arrivé, effectivement, personne ne lui donnait cher sa peau. Mbida est parti à Paris faire une tournée en pensant qu'il allait le faire déloger. Et le président Aïdjo est resté. Et il y a eu effectivement une période excessivement sanglante pendant une période. Et le professeur Dikoumé qui est en face a eu la pudeur de ne pas dire qu'il a connu les geôles. Tant que je me souviens, vous avez été en prison, du président Aïdjo sur des motifs absolument fallacieux. Et ça, c'est un point. On appelait une dictature éclairée. Mais en même temps, on avait tellement peur de lui, parce que c'est quelqu'un qui effrayait les gens, jusqu'au jour où il partait. Je me souviens, quand il déclarait qu'il voulait partir, les gens n'y croyaient pas. Tout le monde a eu peur. J'étais même avec, ce jour-là, le provincial de la police à Douala. Nous tous on allait se cacher en disant que s'il part vraiment, il y aura quelque chose qui va se passer. Donc c'est quelqu'un qui faisait peur. Omnipotent. Il y a même eu que... Parce qu'il faut le dire, quand le président Aïdjo a réuni le 4 novembre au matin le comité central, il leur a dit qu'il allait partir. Ils sont partis, les membres du comité central sont partis se réunir. Ils ont envoyé une délégation de 6 personnes. Le président Biya, Bouélé Guillaume, Assalé, Moussa Yaya et Boua, qui sont partis. Le porte-parole, c'était le président Biya, pour dire non.
nous venons vous supplier qu'il ne faut pas partir. Même si vous êtes malade, restez, continuez. Et c'est là où C'était sincère ou c'était de la peur? Mais c'est ce que je veux dire. C'était sincère, mais c'était aussi de la peur. Jusqu'au moment où il a éclaté en disant, vous voulez que je m'écroule un jour en faisant un discours. Parce que le problème était qu'on ne pouvait pas savoir si lui-même était sincère, il était mystique. Les autres se disaient peut-être qu'il veut savoir qui veut qu'il parte. Aboubakar. Je n'avais pas terminé. Oui. L'autre côté, Oui. c'était quand même que on a connu, malgré les difficultés de cette période, le plan quinquennal et un certain nombre de réalisations qui jusqu'aujourd'hui perdurent. On va en parler, c'est aussi l'héritage du président Idio. C'était juste la première. De contraster. D'accord. Entre d'un côté, oui, un côté clair-obscur. Et c'est ce que je pense. Un grand homme de temps, en même temps, on va dire un grand dictateur, Ousmane. Oui, nationaliste, vraiment. Vous l'avez connu, vous étiez enfant. Oui, bien sûr. Vous avez dû le connaître de manière. Vous l'avez vu souvent à la maison. Oui, bien sûr. Moi, je voudrais embrayer dans l'angle qu'a évoqué Maître. Parce que beaucoup de gens ont entendu parler d'Aïdio, peut-être l'ont vu à distance ou de près peut-être, mais sans trop pouvoir comprendre qui était l'homme et quel était le fonctionnement véritable. Parce qu'il y avait cette mystique dont vous parlez. Et pour cela, donc, la génération que nous représentons, qui a grandi dans les sillages, n'est-ce pas, du système Aïdio et tout, nous avons grandi sans savoir avec qui nous étions, en réalité. C'est-à-dire que les parents avaient une duplicité telle que au travail c'était des fonctionnaires robustes, hein, et à la maison c'était donc des pères de famille comme tout le monde. Donc il fallait comprendre qu'est-ce qui se passait dans cette affaire. J'ai dû donc creuser, et déjà pour comprendre qui était Aïdio, parce qu'il est resté comme un goût d'inachevé pour moi. Non, je comprends. On va arriver à cela dans ce minute. Je veux simplement savoir. Oui. Vous étiez certainement jeune, très jeune, lorsqu'il arrivait à la maison et autres, mais quelle image vous donnait-il? Je veux dire, quand il arrivait, il discutait avec votre père, vous l'avez certainement entendu au téléphone peut-être, vous l'avez vu. Est-ce que c'était le monsieur froid, dur, que tout le monde redoutait? C'était quelqu'un qui pouvait être... disons que les quelques fois que j'ai eu à le voir passer, bon, très vite on m'a retiré de la circulation, parce que à peine il était à 10-15 mètres, on vous emportait, et puis bon, c'était le scénario, hein, c'était une ambiance de barbouze, comme on dit. Bon, bref, je l'ai eu quand même au téléphone quelques fois, et la voix, elle était exceptionnelle, hein, martiale et tout. Vous saviez que c'était Aïdio. Sans qu'il ne vous dise que... Dès qu'il prononce un mot, vous saviez que c'était lui. Et puis bon, comme nous on était gosses, je ne pouvais pas imaginer que ça représentait cette envergure. Mais ça se savait parce que dès qu'on décrochait, c'est-à-dire que dès que vous décrochez le téléphone, sa voix était unique. Alors donc ça m'est resté également. Et les quelques fois que je l'ai vu également, bon, ça m'est resté gravé dans la tête. C'était extraordinaire. Alors je vais embrayer avec vous toujours, hein, je vais rester avec vous, parce que vous avez écrit un ouvrage, je crois que je l'ai entre les mains d'ailleurs, l'ouvrage en question, comment est-ce que je vais le tenir, parce que est-ce que c'est bon là, cet ouvrage en question, il faut qu'on essaie de le montrer aux Camerounais. Vous avez écrit un ouvrage sur le président Aïdio. Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire? Voilà. Donc, je commence par dire, je prends toujours cet angle-là, je commence par dire qu'il y a ce goût d'inachevé avec son départ et puis le fait qu'il soit resté en exil, la famille avec et tout. Je me suis dit, bon, alors, qu'est-ce que nous, on va raconter aux enfants, aux petits frères et tout d'Aïdio? Je me suis mis à chercher donc des documentations parlant de ce monsieur et tout. C'était vraiment rare. Hein, j'ai dû donc forcer un peu la main pour aller sur le terrain, vérifier qui de la famille est resté. Parce que quand vous suivez par exemple l'interview que Alain Foucault a accordée à Madame Aïdio, elle vous dit clairement, allez sur le terrain, allez vérifier ce qu'on avait, il n'y a plus rien et tout, donc ça m'a un peu pincé. J'ai dû faire donc le tour du propriétaire également. Et ce qu'elle a dit était vrai. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire que vous avez des murs complètement délabrés, des maisons à la limite abandonnées. Voilà. Ouais. Alors, non, parce que tout ça découle d'une politique.
Hein? C'est une politique qu'on a mis en place pour évacuer ces maisons et mettre les gens en insécurité morale. Et ça fait que je me suis excité à aller dans le sens d'écrire, de rapporter ce que j'ai vu. Vous comprenez? Donc il a fallu que je transmette quand même ce que moi j'ai vu. C'est pour cela que j'ai... Est-ce que votre père vous a aidé? Parce que votre père l'a très bien connu. Est-ce que votre père vous a aidé à vous donner des informations? On dit, je vais dire, sous le contrôle de maître, hein, le fruit ne tombe pas loin de l'arbre. Je crois qu'on est d'accord. Je ne peux pas l'évacuer de cet ouvrage parce que moi, tout ce que j'ai eu à voir autour de lui, hein, pendant toutes ces années, ça représentait tout le système. Il y avait tout le monde. Vous vous rendez compte, le président Biya lui-même, quand il arrivait à Garoua, quand on y était encore, il dormait dans notre clôture. Il avait un boucarou, je me rappelle, c'était le boucarou numéro 1. Il dormait là-bas. Il y a eu plusieurs messieurs comme ça, des gros bonnets qui passaient, et bon, on les voyait de notre taille d'enfant, bon, on ne comprenait pas très bien ce qui se passait autour de nous, mais c'était des grands messieurs. Alors donc, le président Ahidjo également, je l'ai dit, il venait, et même jusqu'à chez nous, à Kousséri au village. Je ne sais pas combien de gens ont vu le président Biya passer la nuit chez eux. Hein, à l'époque, il était PM, je crois, oui. Il a passé la nuit à Kousséri, le président Ahidjo également. Donc, je dis, on a gravité autour de ces personnalités. Donc, votre père, finalement, votre père, quand même, quand vous lui dites que vous allez écrire un livre sur le président Ahidjo, comment est-ce qu'il réagit? Non, c'est clair, obscur. Hein. Je ne lui dis pas carrément que j'y vais là, non. Je dis, bon, j'évoque le sujet, je dis, bon, il va falloir que quelqu'un fasse quelque chose. C'est d'autant que lui, il est un peu obtus là-dessus. Alors donc, j'ai fait ça en âme et conscience. Hein. Je n'ai pas eu à consulter X ou Y, non. Alors, par rapport à votre... Oui, vous voulez dire quelque chose? Je voulais dire que jusqu'aujourd'hui, la plupart des personnalités de l'époque ont toujours peur de parler de lui. Et c'est pour ça que je tiens d'ailleurs à vous rendre hommage, parce qu'on a peur de parler du président Ahidjo alors qu'il fait partie de l'histoire. Ça, il faut être clair là-dessus. C'est le premier président. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on réhabilite l'histoire et qu'on soit objectif sur l'œuvre qu'il a eu à faire. Moi, je me souviens un jour là-bas rencontré, parce que c'est quelqu'un qui se promenait à Yaoundé. Moi, je me souviens à l'époque, mon oncle était inspecteur fédéral d'administration, mes principaux collaborateurs à Yaoundé, en même temps préfet. Ça, je vous parle. Ça arrive à Yaoundé en 1962. Donc, on habite là où se trouve le musée. Et nous avons, jusque là où se trouve le ministère des Finances, et tout le ministère, c'était chez nous. Là, à côté, derrière, il y avait la mairie de Yaoundé, avec un petit cimetière. Donc là où il y avait cette maison-là, à l'intérieur, qui est devenu un petit, je ne sais pas ce que c'est maintenant, c'est là où nous habitions. Et M. Pondy, qui était le directeur général de la sûreté, était à côté. Et il est arrivé que moi, enfant, je vois Ahidjo venir dans une petite voiture. Je pense qu'il venait, je ne sais pas si c'était R4 ou une Citroën, mais il lui est arrivé un soir de venir voir mon oncle, lui-même conduisant une petite voiture, comme ça, mais c'était quelque chose, vous ne pouvez pas être là. Donc, vous apercevez le personnage et immédiatement, vous êtes caché. C'est comme ça que ça s'est passé. Je l'ai vu une ou deux fois pour dire ça. Oui, avant de passer. Je suis allé là par pure curiosité, c'est vrai, mais ce que j'ai retrouvé donc, sur le terrain, je l'évoquais tantôt, la misère que j'ai retrouvée. C'est à la fin cette misère qui m'a poussé à aller jusqu'au bout. Parce la misère comment? La misère des gens que j'ai trouvés, hein, les gardiens qui étaient là, en fait, ils étaient là juste parce qu'ils n'avaient pas où aller, quoi. Et puis, tout le monde les fuyait, hein. Tout le monde les fuyait. Il y avait une petite psychose là qui hantait dans les maisons à Ahidjo. Partout où il a vécu, en fait, vous pensez qu'il y a eu, ça a été frappé du sceau il y a une sorte de chape de plomb. Oui, là. exact. Hein, c'est le mot. Oui. C'était pas ça. Professeur Dikoumé, vous avez. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que M. Ahidjo a été victime d'un système qu'il a mis en place. Vous savez que du temps de M. Ahidjo, les opposants n'étaient pas mieux traités qu'on l'a traité. C'est-à-dire que quand vous étiez catalogué comme l'un des adversaires d'Ahidjo, il ne faisait pas de cadeaux. Même pas adversaire.
prétendu adversaire. Ne vous faisiez pas de cadeaux. Il y a eu des cas où, dans l'extrême nord, on a rasé des villages. Parce que il y a eu... Quand vous citez des cas comme ça, donnez l'exemple. Je ne veux pas vous embobiner. Non, mais citez l'exemple de façon claire. Je ne peux pas vous donner le nom de ce village, mais vous le savez. Monsieur. Je peux pas donner l'exemple, nous sommes là pour débattre. Le nom de ce village parce qu'il n'est plus en tête. Alors, moi, le village Makari? Non, c'est Dolé, il veut parler de Dolé. Dolé, c'est un village arabe. Ça existe. Hein? C'est un village arabe où le conflit était inter-arabe, c'était pas un conflit État. n'existe pas. Oui, mais je voudrais que vous éclaircissiez donc l'État. L'État intervient en arbitre après qu'on ait tué 14 gendarmes. Vous vous rendez compte? Oui, mais le fait... Pourquoi vous ne signalez pas qu'il y a eu 14 gendarmes abattus? Ce village. Oui, ça, c'était pour mettre en exergue les méthodes utilisées par M. Ahidjo. Donnez le bilan. On a rasé, il y a eu combien de morts? Vous voulez que je vous donne le bilan? Vous le connaissez? Il ne faut pas parler en Est-ce que cela ne s'est pas fait? Donnez les statistiques. Moi, je vous ai dit qu'ils ont éliminé 14 gendarmes. Ce sont les faits. Je n'ai pas besoin de donner les statistiques. Est-ce que ce village n'a pas été rasé? Rasé, non. Qu'est-ce qu'on en a fait? Non. Rasé, non. Hein? Vous avez des informations sur Dolé? Si, j'ai des informations sur Dolé. Qu'est-ce qui s'est passé à Dolé? Non, ça, je le garde pour mon tome 2. Je le garde pour mon tome 2. C'est justement parce que j'ai des données que je voudrais donc qu'il aille jusqu'au bout. Je ne peux pas aller jusqu'au bout. Il y a des faits. Il n'y a pas que... Qu'est-ce qui s'est passé à Dolé? Dites-nous ce qui s'est donc passé. Au sud du Cameroun, on a eu d'autres événements du... Qu'est-ce qui s'est passé à Dolé? Bon, alors ce qu'on va faire, s'il vous plaît. Si vous faites de la rétention d'informations, parce que c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est votre sujet, c'est vous qui l'avez mis sur la table. Je voudrais donc que vous allez jusqu'au bout. Je ne peux pas aller jusqu'au bout. Bon, comme vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout, est-ce que vous pouvez vous... Il ne veut pas aller jusqu'au bout. Mais moi, vous avez l'information. Je vais lui dire ce qui s'est passé à Dolé. Oui, d'accord. Voilà un groupe de villageois, de ce village justement, Dolé, qui cotisent de l'argent afin de construire des salles de classe dans leur contrée. Et là-dessus, on copte un du village, le célébrissime Wabri, pour construire en tant qu'entrepreneur cette œuvre-là. Alors, de retard en retard, les populations ont fini par être excédées. Et elles se sont donc plaintes auprès des autorités traditionnelles, notamment le chef traditionnel de Makari. Ok. De fil en aiguille, l'affaire a pris donc du volume. Et il y a eu des échauffourées parce que les villageois ont eu comme impression effectivement que l'administration voulait protéger l'entrepreneur. Et ils se sont agités. Les gendarmes sont venus pour calmer les esprits. On les a simplement liquidés. 14 gendarmes. Maintenant, quand il dit qu'il y a eu un village qui a été balayé, expliquez-nous. C'est incroyable. Le problème est le suivant. Le visionnisme. Non, attends. On a parlé de Dolé. Oui. Mais, monsieur May, je crois qu'on fait quand même... quand on dit que les villages ont été rasés, oui. Que ce soit à Dolé, bon, là-bas, mais ici, il y a eu des villages rasés entièrement. En pays Bamileke, en pays Bassa et tout, il y a eu. Parce que tu dis qu'il n'y a pas eu ça à Dolé, mais il y a quand même eu. Il y a même eu à Douala. Il y a quand même eu un quartier Congo qui a été rasé. Non, il faut éviter de lever de boucliers comme cela. Non, c'est pas, moi, j'ai simplement dit qu'il aille jusqu'au bout de la logique. C'est qu'un village est dans l'extrême, c'est lequel? Monsieur, mais ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a un côté clair-obscur du personnage. Ça, il faut le reconnaître. Ahidjo a fait des faux procès. Non, personne n'est ni tout moche. Je donne un exemple. Être tout beau, oui, ni tout moche. non, mais on est en train de faire quelque chose d'historique. Oui. Sur un faux procès de quelqu'un qui s'appelait Victor Kamga, qui était un avocat du barreau de Toulouse, qui a été ministre dans ce pays, sur laquelle on a fait un faux procès qui a entraîné une condamnation, en disant qu'il était subversif, qu'il voulait revenir au pouvoir sur la base d'un bulletin d'un vulgaire commandant de brigade. Victor Kamga. Kanga. Je vois. Kanga Victor. Kanga Victor. Kanga Victor. Ouais. Je voudrais donc dire qu'il y avait ça, il y a eu ce qu'on appelle des procès à l'emporte-pièce, qui se sont passés à l'époque du président. Point de vue. Non, c'est un fait historique.
moi, De votre point de vue, parce que les archives officielles ne sont jamais passées sous les mains des gens. Excusez-moi, j'ai les archives, j'ai même des documents, j'ai des documents qui sont des documents historiques, qui sont notamment dans un livre qui a été écrit récemment, même pas comme avec les images, avec les bulletins, avec les décisions de justice que j'ai lues. Si vous voulez le savoir, je pourrais vous le donner. Je crois qu'il a écrit un livre. Il a écrit même un livre. Il a écrit un livre qu'il faudrait lire. Alors, le problème n'est pas là. Ce n'est pas de dire que ce n'a pas été un grand homme. Ça a été un grand président dans ce pays-ci. Mais il y a eu... Le président Aïdjo, vous voulez dire? Oui. Non, ses œuvres parlent d'elles-mêmes. Mais il a... Je n'ai pas à défendre Aïdjo. Mais oui, non, c'est parce qu'on est en train de dire. C'est pour ça qu'on parlait de clair-obscur. On est en train de voir clair-obscur. Donc il y a eu un côté. Il faut savoir également qu'à son époque, on pouvait vous arrêter parce que vous étiez subversif. La subversion, ça ne veut absolument rien dire. On a eu le journaliste français. Ça ne voulait rien dire. Parce qu'il a dit une journaliste française qui lui a dit la subversion, c'est quoi, monsieur le président? Ça ne voulait rien dire. Il a dit mettez-y tout ce que vous voulez. Donc c'est ce côté-là qu'il faudrait voir du personnage, qui est un personnage. D'accord. Alors moi je propose que monsieur Aboubakar Ousmane il n'a pas fait de grandes choses, il en a fait énormément. Je ne défends pas le bilan d'Aïdjo. Aboubakar Ousmane. Ses œuvres parlent. Oui. Aboubakar, je voudrais qu'on revienne un peu sur votre ouvrage. Oui. Que vous puissiez commenter des photos qu'on va présenter, parce qu'il y a des photos qui sont, on va dire, exclusives, parce que vous êtes allé faire beaucoup de recherches qui retracent un peu la vie de M. Aïdjo. Ça c'est Adakano. On l'appelle Astagato. C'était sa mère. La mère de M. Aïdjo. La mère d'Aïdjo. Qui est décédée... Elle est décédée en février 83, je crois, le 17 février 83. Elle est décédée à Garoua, le sud d'une longue maladie quand même, on va dire. D'accord. Mais après que son fils ait quitté le pouvoir quand même. On peut avancer. Oui. En fait, cette femme, c'est le chef d'orchestre, si vous voulez. C'est elle qui a bâti Aïdjo. Chef d'orchestre en quel sens? Tout ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire sur le plan, je vais dire psychologique, c'est elle qui, le réarmement moral, c'était elle, sur le plan entre gens, parce qu'elle faisait beaucoup le Nigeria. Et on l'a même vu en 56 en campagne, en pleine campagne entre Ngaoundéré et Garoua, comment on appelle Mbé. Battre campagne pour son fils. Pour son fils, oui. D'accord. Alors on poursuit avec des images. Oui. Eric. On poursuit avec les images après, parce qu'on a vu tout à l'heure M. Aïdjo, si je ne me trompe pas, avec son fils. Avec son fils. Oui, le député. Voilà. Oui. Alors là, c'est Mohamed, oui, évidemment. Mohamed Aïdjo. Vous savez, cette photo date de quelle année? Mettons 70, 67, 8, 67, 8. 60, voilà. C'est le seul fils de M. Aïdjo. Non. En termes de garçon, oui. Seul fils, oui. 3 filles, qui sont seul fils de M. Aïdjo. Qui est actuellement député à l'Assemblée nationale. Qui est actuellement député. Pour le compte de l'UNDP. Oui. On poursuit au fur et à mesure, Eric. Et sa mère, c'était la cousine de Aïdjo, justement. La mère de Mohamedou. Ah, d'accord. Adaka, non? Non, pas Adagaroua. Elle, c'est Kaltoumi. Kaltoumi, oui. Alors, qui est ce monsieur? Ce monsieur, il a été déterminant pour le livre que j'ai commis. Il s'appelait, parce qu'il est décédé en février 2011, il s'appelait Aladji Ballo. C'est le cousin germain d'Aïdjo. Si vous avez lu le livre de l'autre, Philippe Gaillard, il a fait référence à ce monsieur. Là, nous étions, je crois, 2008-2009, et c'est lui qui m'a indiqué l'endroit exact, parce qu'il vivait à Nassarao, c'est-à-dire le village natal du président, et il m'a indiqué l'endroit exact où le président Aïdjo avait souhaité qu'on l'enterre au cas où on retrouverait son corps. J'y suis allé et j'ai vérifié l'endroit. C'est à Nassarao? À Nassarao, à Garoua, à 4 km de Garoua. 4 km de Garoua. Banlieue de Garoua. D'accord. On poursuit? Bien sûr, oui. C'est là, c'est l'endroit, oui. Cet endroit-ci, c'est là où le président Aïdjo... C'est là où le monsieur Ballo m'a dit que le président Aïdjo souhaitait être enterré. Parce que là, c'est le caveau familial. Vous voyez, la mère d'Aïdjo est enterrée quelque part là, à Astagato. La mère du député également, à Dagaroua, elle y est. Leur tante, Hadji Hawa, enfin la tante Aïdjo Hadji Hawa, elle doit être quelque part là en bas. Et plusieurs autres membres de la famille comme ça.
Donc là, c'est l'endroit qu'Aïdjo lui-même s'est fait réserver. Parce que j'ai recoupé des témoignages de ses collaborateurs, amis, à qui il disait que, bon, alors, si vous vous retrouvez dans mon corps, vous me mettez entre, il y a un manguier, sa mère est sous un manguier là, et un goyavier qui se trouve donc du côté en face. Il doit être un peu à gauche. Excusez-moi, pourquoi il dit si vous retrouvez mon corps? Voilà, et les gars, c'est ceux qui lui ont posé cette question. Il a dit simplement que si jamais il arrive qu'il y a un clash d'avion et que je suis dedans, sur la mer par exemple, comme l'histoire de Air France, hein, alors il dit, vous allez retrouver le corps. Ils lui ont posé la question effectivement, et c'est ce qu'il a répondu. Mais il dit, si vous retrouvez dans le corps, c'est là. D'accord. Alors, on poursuit. On poursuit avec les images que vous avez pu récolter et qui sont dans ce livre. Là, c'est... Voilà, ça, c'est une photo qui date des années 30. Et elle est capitale dans la mesure où tout le staff du Lamido de Garoua, Hayatou, qui est assis là au bon milieu, vous voyez, c'est lui qui est là assis. Alors, quand vous allez un peu à gauche, c'est-à-dire vu d'en face, effectivement, le premier bonhomme qui est là, à gauche, là c'est Hayatou, le cercle c'est Hayatou, le Lamido Hayatou, qui a été intronisé en 1921. Ok. Le deuxième cercle en haut, c'est Sarki Chineki. On appelle Chineki, c'est le responsable des achats à la chefferie. C'est lui qui fait les opérations de marché et tout. Donc c'est lui qui est derrière Hayatou. Et à la droite de ce monsieur, c'est-à-dire qu'il peut mettre le cercle là pour qu'on voit bien. Voilà. Le premier bonhomme qui est là, il est reparti. Voilà, là où le cercle se trouve là en ce moment, c'est lui dont, si vous voulez, la cheville ouvrière, l'homme qui a bâti Aïdjo. Dans quel sens? Il s'appelait Badamasi, c'était un Yoruba. Vous vous rappelez? C'est le mari à sa mère aussi. Non, laissez-moi finir. On va arriver. Allez-y. Alors, Badamasi, c'est un Yoruba qui s'est installé avec son père. Son père était un trafiquant d'esclaves. On l'appelait Ali. C'est-à-dire, Ali s'est installé là dans les années 1866. Et quelque temps après, parce que vous vous rappelez, l'esclavage avait été complètement aboli, et lui, il était donc dans le trafic. Il prenait Araïbouba pour transiter par Garoua et se retrouver donc vers le port à Lagos. Et donc, quand tout ça est tombé, il s'est installé donc à Garoua où il avait des relations. Et quelque temps après, quand il a vu que Garoua prospérait déjà, il y avait un peu de mouvement, il est allé donc chercher ce monsieur Badamasi, son fils, qui vivait lui à Lokodia. Il faisait l'école coranique à Lokodia. Et donc il est allé chercher Badamasi, et Badamasi avait un camarade d'école coranique qu'on appelait Bello Keke. Et ils sont donc venus ensemble avec Ali, et ils se sont installés au quartier Kilaru à Garoua. Oui, ça fait donc que ce monsieur, quand il s'est installé, à un moment donné, ça prospérait. Il est devenu un peu comme le chef de terre en termes d'hommes d'affaires. C'était lui qui était le représentant des hommes d'affaires. Et il avait beaucoup d'acquaintances avec, à l'époque, l'arrière-grand-père de Marafa, Bouba. Parce que Hayatou est arrivé en 1921. Donc les Badamasi étaient là avant Hayatou. Ce qui fait donc que c'est durant cette période où Bouba était là que Ibrahim Baban Kassoua, qu'on va retrouver à l'extrême droite, le Libanais, arrive donc à Garoua. Voilà. Là, c'est Ibrahim Baban Kassoua. Il arrive donc dans les années 14-15 et s'installe donc à Garoua. Et à ce moment-là, la mère d'Aïdjo, elle devait avoir 13 à 14 ans. Il vivait, lui, à l'époque, avec une fille qu'on appelait Yakanto, le monsieur, Ibrahim. Il avait donc sa copine qu'on appelait Yakanto et qui ne lui donnait pas d'enfant. Alors, quel intérêt par rapport à Aïdjo? Parce que ça vient. J'arrive. Oui, j'arrive. Ok. Donc, à un moment donné, Badamasi et lui s'entendent pour chercher une fille qui peut lui donner, n'est-ce pas, qui peut procréer, quoi. Et c'est la mère de M. Aïdjo, selon vous? Et entre-temps, Badamasi avait vu la mère d'Aïdjo se balader dans le marché.
Hein, de temps en temps, il venait faire des achats. Et il a donc sollicité, n'est-ce pas, une rencontre à tripartite. Et à la fin, Ibrahim s'est mis donc avec la mère d'Aïdjo. C'est un peu le symbole de cette photo. Vous voyez? Et 2 ou 3 ans après, Hayatou est passé l'Amido de Garoua en 1921. Et M. Aïdjo est né en 1924? Non, Aïdjo est né en 1923. Pas 24? Non, pas 24. Parce que quand vous prenez, par exemple, et discuté avec Feu Ballo, et lui comptait son âge par le circuit du calendrier islamique. Alors, il dit, lui, il est né 1 an après qu'on ait intronisé Hayatou. Ce qui revient à dire que Hayatou étant installé intronisé en 1921, lui, c'est 1922. Et qu'il est l'aîné d'Aïdjo d'une année. Et tous sont nés dans la même case à Nassaraou. Alors, conclusion, Aïdjo n'est pas né en 24. Peut-être. C'est pas nous qui le disons. Voilà. C'est lui. On continue et puis d'accord. On continue avec les photos parce que c'est le but de... On continue avec les photos. Que vous allez commenter, bien sûr, monsieur Ousmane Mé. Hein? Ah, ça, c'est une photo assez extraordinaire parce qu'à l'époque, vous avez vu, tous les colons sont là. Et ce monsieur assis sur le fauteuil, c'est le Lamido Mohamed Wabo de Ngaoundéré, qui a été également un des artisans, n'est-ce pas, de la victoire d'Aïdjo dans les années 56 aux élections. Et ce monsieur, donc, malheureusement, il est mort 2 ans après, je crois, en 58, quelque chose comme ça. Et en Ngaoundéré, c'était très difficile en Ngaoundéré parce que il avait le Lamido de Maroua, Hayatou, comment on l'appelle encore, Yahya Daïrou, qui s'était mis de mèche avec celui de Banyo. Et il cernait, n'est-ce pas, les populations. Et il y a le père du ministre Baba Amadou, le ministre du tourisme. Son père était un grand opposant, un farouche opposant d'Aïdjo. Alors donc, ces messieurs s'étaient mis ensemble pour essayer d'organiser, n'est-ce pas, une opposition à Aïdjo. Et celui-là a tout fait donc pour qu'Aïdjo gagne Ngaoundéré. D'accord. Et ça a marché. Ok, on continue. Voilà. Alors là, c'était au marché de Mokolo, à l'extrême nord. Le monsieur que je tiens par le bras, c'est le gardien de la résidence de Germaine Aïdjo. À Mokolo. À Mokolo. Alors je suis allé à la maison essayer de voir comment ça se passait et tout. Et sa femme me dit non, c'est mercredi, parce que le jour du marché là-bas, c'est mercredi. Il doit être au marché, va le voir là-bas. Et je voulais lui donner quand même quelque chose avant de partir. J'ai dû aller le fouiller et je l'ai trouvé en plein marché. Nous nous sommes salués et je l'ai laissé là et je suis reparti. D'accord. Ok. Vous avez vraiment fait un travail d'enfer, ce monsieur? Alors là, c'est ces images qui font que je fonce un peu. Parce que celui-là, son histoire est assez pathétique. Vous savez, Ray Bouba. Tout le monde connaît, n'est-ce pas, l'histoire de Ray avec la puissance de la chefferie. Il s'appelle d'ailleurs, on l'appelle Omarou. Mais comme il vient de Ray, les gens, il vivait à Nassaraou. C'était le gardien du caveau familial d'Aïdjo. Et c'est de Ray que le Lamido l'a transporté et pour venir le remettre donc à Aïdjo, qu'il veille donc éventuellement sur ses biens et tout ça. Alors Aïdjo l'a mis donc dans le caveau familial. Il n'a jamais marché à Nassaraou chaussé. Il a toujours marché nu-pied. Et pourquoi ça? Jusqu'à sa mort. Bon, on ne va pas réveiller les morts. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est triste. Et quand je suis allé le retrouver, il souffrait de prostate avancée. Il est assez âgé d'ailleurs. Hein. Il est décédé. Il est décédé, entre-temps. Alors on fait une petite pause, le temps de recueillir quand même les avis de professeur Dikoumé. Vous avez regardé un peu le livre, vous êtes un historien. Oui, assez rapidement. C'est un travail de recherche quand même. Je veux dire qu'il y a quand même des photos, il y a des personnes qu'il allait rencontrer. Et à sa manière, il est indéniable qu'il a effectué des recherches.
À sa manière. Je dis que c'est un travail de recherche à sa manière. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut lui reconnaître le mérite d'avoir effectué un certain nombre de recherches sur le plan de la documentation écrite, un certain nombre d'ouvrages. Également, il a interrogé ce qu'on peut considérer comme des témoins de l'histoire, même si on peut émettre ici une réserve, parce que si j'ai regardé rapidement, tous ceux qu'il a interrogés font partie de l'entourage d'Ahidjo. Bon, en histoire, on recommande qu'il y ait, n'est-ce pas, un débat contradictoire. Lorsque vous interrogez les gens, vous ne pouvez pas seulement interroger ceux qui ont connu Ahidjo, qui se sont situés dans son entourage immédiat. Il faut également interroger les autres. C'est-à-dire même ceux, à la limite, même ceux qui ont combattu Ahidjo. Il faut interroger les neutres pour avoir véritablement une idée sur le personnage. C'est votre avis, M. Pensy? Moi, je n'ai pas lu l'ouvrage, mais je pense que M. Ousmane ne voulait pas du tout faire d'historien au sens dont l'entend le professeur d'histoire. Il a voulu écrire un livre sur quelqu'un qu'il a connu, qui est un personnage fascinant, ça il faut le dire, et puis il a voulu faire une recherche réelle dans le sens de ce qu'il voulait, mais ce n'était pas œuvre d'historien. Donc il a voulu juste savoir ce qu'il est devenu dans sa modestie pour chercher ce qui était en réalité le personnage. Écoutez, dans ce livre, je vous coupe un peu, maître, parce que, excusez-moi, je vous coupe, parce que c'est pas... Ahidjo n'est encore pas né pour une partie de ce livre. Vous voulez donc contradictoirement au fait que j'interroge donc... C'est parce qu'on ne l'a pas lu. Oui, en 23, il est né en 23. Donc le livre, il commence au 17e, c'est-à-dire l'origine des Peuls, de Massina, le doyen peut très bien le comprendre. On est allé creuser dans l'origine des Peuls parce qu'effectivement, il y a eu croisée entre Ahidjo, enfin sa mère, qui est effectivement descendant des Peuls de Massina, et ce monsieur dont Ibrahim, libanais, arabe noir. Alors, il a fallu donc aller chercher, je ne sais pas, à ce moment-là, quelle contradiction vous avez. Ibrahim n'est pas arabe noir. Qu'est-ce qu'on appelle arabe noir? Vous connaissez les Mauritaniens? Oui. Il y en a des noirs. Mais ce que j'ai pas terminé. On va revenir à ça. Non, parce que Ibrahim Ababan Kassoua, moi je dis, en fait, Ahidjo s'appelle Ahidjo. Qu'est-ce que non, Amadou Ahidjo. Oui, mais... Ibrahim, Amadou Ahidjo Ibrahim. C'était sur son acte. Ahidjo. Allez vérifier à la mairie de Dakar, comme vous allez voir. Je sais, mais j'ai Ahidjo. Le décès porte quel nom? Je sais pas. Pourquoi Est-ce que ça a eu une grande importance? Est-ce que vous voulez qu'on ajoute Ibrahim ou qu'on le retranche? Non, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Ce n'est pas ça, mais je veux dire Ahidjo, c'était quoi? Que veut dire Ahidjo en Peul? Vous ne savez pas? Je n'ai pas le dictionnaire, n'est-ce pas? Ahidjo veut dire en Peul, mon fils. Juste une minute. Ahidjo veut dire en Peul. Anani Rabé-Benji, on va revenir sur votre travail dans une minute. Moi, je n'avais pas terminé. Oui, je veux seulement préciser quelque chose. On va revenir sur le travail de M. Anani Rabé-Benji dans pas très longtemps. Le temps simplement qu'il termine. Expliquer des photos. Oui, non, je vous explique ainsi. Parce qu'il m'a interrompu. Oui, je suis en train de donner une précision avant que vous ne repreniez la parole. Donc vous pouvez y aller, Maître Pensy. Oui, moi je voulais dire une chose tout à l'heure par rapport, je reviens, c'était pas, nous on n'a pas lu le livre, donc on ne peut pas se mettre à critiquer un document qu'on n'a pas lu par honnêteté intellectuelle. Il a fait un travail dans le sens de ce qu'il a voulu faire, de quelqu'un qui est un ami de sa famille, de son père, avec ce que c'est pour connaître ses origines, et il a essayé de faire un travail de recherche. Mais cela dit tout à l'heure, il a quand même eu à faire des déclarations sur lesquelles vraiment j'aimerais qu'on y revienne. Il a dit, la maison du président, il y avait les murs délabrés, c'était l'insécurité morale, comme si c'était une volonté du gouvernement. Je voulais dire qu'au fond, c'est faux. Parce que après un certain temps, et je le tiens vraiment l'histoire, il a été redonné la totalité des biens du président Ahidjo. Ça n'a pas été confisqué. Il y a eu un incident d'ailleurs. Il y a eu un incident
assez grave où on a trouvé un président du tribunal de Garoua qui avait les tapis et les meubles du président Ahidjo qui étaient déjà vandalisés. Donc, et je dois dire que sur ce point-là, on a veillé, mais on n'a pas surveillé. Je dis, la résurgence du régime à l'époque faisait en sorte que personne n'allait se déclarer pour pouvoir être le défenseur, pour être là d'une manière vaillante, parce que les gens avaient même peur. C'est-à-dire après les lois d'amnistie de 90. Oui. Les gens avaient peur depuis toujours. Ça participait d'un système où les gens avaient même peur, mais ce n'était pas une volonté de pouvoir le faire. C'est bien que quand il y a eu ces incidents où on a vandalisé le domicile du président, je peux vous le dire, il y a eu même une sanction d'un magistrat qui s'est retrouvé avec les tapis de la maison du président Ahidjo. Ça, c'est un incident qui est connu au niveau de la justice. Je connais ça. Voilà. Je connais même encore mieux que ça. Voilà. Donc, non, je n'ai pas voulu rentrer dans les détails. Où un gouverneur est impliqué. Mais bien sûr, je ne voulais pas rentrer. On a rien à cacher. S'il vous plaît, je voulais ce n'est donc pas la volonté. Je souhaitais qu'on poursuive quand même avec parce qu'il y a d'autres photos, non? Il y a des photos Eric, voilà. Alors, voilà. Là, nous sommes à Mokolo, dans le domicile de la belle-mère du président. Et ça, c'est les cases de passage qu'elle a mis à disposition. Donc, de la mère de Germaine Ahidjo pour ces étrangers, éventuellement. Ça, c'est des photos actuelles de cette mère. Les photos sont de 2008. 2008, ok. D'accord, on poursuit. 2008, oui. Pourquoi êtes-vous allé jusque chez la mère du président, la belle-mère et autres? Oui, mais c'est elle qui a dit qu'il faut qu'on aille voir. Parce qu'elle disait sur son interview qu'allez partout, allez chez nous, allez le voir. Je suis allé, voilà. Ça, c'est la cuisine, hein. La cuisine de la belle-mère. En fait, vous voulez montrer là que c'est... non, moi j'ai fait mon tour et puis j'ai fait des photos. Maintenant, je vous les présente. D'accord. C'est pas... Bon, on poursuit, oui. Voilà. Alors là, c'est la clôture, une partie de la clôture de chez la belle-mère du président. Vous voyez, elle est une petite facette, hein. Et donc, une partie écroulée, renforcée par des tôles ondulées, je crois. En fait, c'est la grande misère. Non. Non, vous êtes tiré là-bas. Non, on ne peut pas conclure comme ça. Non, je lui pose la question parce qu'il était là-bas. Il avait bien dit. On ne peut pas conclure que c'est la grande misère. Il dit la clôture est écroulée et autres. Personne n'empêche. On continue. Eric, est-ce qu'il y a des photos de proches encore, Eric? Peut-être montrer des photos. Est-ce qu'il y a des photos importantes qu'il faudrait montrer à Boubacar? Parce qu'on ne peut pas toutes les égrener. Il faut les citer, comme ça il va retrouver. Oui, il y a... Voilà. Là, nous sommes à Niakira. C'est-à-dire entre Pitoa et Nassarao. Il y a un village qu'on appelle Niakira. Il a fait faire ce palais parce que quand sa deuxième femme à l'époque, Habiba, parce qu'il avait la mère de Djika qui était la première, quand elle arrivait à Garoua, c'est ici qu'elle campait. Vous voyez, et c'est à mi-chemin entre Pitoa et... C'est abandonné. Et Garoua. Vous voyez, il y a un âne là, non, je crois. Mais ça, vous appelez ça un château? Pardon? C'est un château, ça. Bon, c'est un petit duplex. Bon, bon, alors, par rapport aux exactions qu'il y a eu dans les résidences... Excusez-moi, c'était la mère de qui? Madjika Ahidjo. C'est le domicile qu'on vient de voir. Du député. C'était la mère du député. Oui. Qui vivait la maison qu'on vient de voir, c'est celle réservée à Habiba. Dans la mère du député? La mère du député. Non, Habiba Germaine. Ah d'accord, la belle-mère alors. Voilà, donc c'est la belle-mère. Sa femme. C'est qui? Sa femme. Le président a eu deux femmes. Habiba, c'est Germaine qui s'appelle Habiba. Oui, et la première, c'est... La première, c'est Anani. Il a eu 3 femmes. Bon, enfin, on ne connaissait pas son régime matrimonial. Oui, mais non, pourquoi il dit 2, moi je dis 3. Ouais. Donc... Le président a eu 3 femmes, mais cette maison appartenait à... Ça, c'est la maison de Germaine. Il ne faut pas appeler Habiba parce qu'ils ne connaissent pas ça. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas. Bon, alors, on lui dit Germaine. Germaine, ok. Ça, nous repartons à Mokolo et ils mettent tantôt parler des exactions qu'il y a eu dans les villas. Oui, vous voyez, donc, au niveau des, comment vous appelez, des fenêtres là, vous voyez le renforcement du ciment. Oui, alors, donc, pendant que la gendarmerie avait réquisitionné les clés, il y a eu donc un passage en force par la toiture. Et puis, ils ont donc cassé les antivols que vous voyez.
et retirer donc du matériel dans la maison. Et après, bon, la famille est revenue mettre... Et ça, c'est le lot de toutes les maisons qui sont oui, donc j'ai fait ça juste parce que quand on vous le dit comme ça, dire, quand même, il faut sans pas... preuve. Oui, parce que non, là, non, c'est attendez, une preuve. Attendez. Que ça s'est déroulé là. Mais qui a vandalisé la maison? C'est pas les clés sont où? À la gendarmerie. Monsieur May, on peut changer les clés. Moi, j'ai l'ancienne Mercedes du président Ahidjo que nous sommes allés chercher au nord. Vous l'avez retrouvé? Oui, mais c'est dans ça que j'ai fait l'émission avec Thomas Nsouga. Elle est à Bonanjo. La première, cette voiture, c'est la première Mercedes du président Ahidjo. C'est la Mercedes que le gouverneur Soukado a acheté en 52. Après, il a laissé à Laurent Pré. Laurent Pré a laissé à Pierre Mesmer. Qu'est-ce qui, sauf le respect de l'autre, qu'est-ce qu'une Mercedes a à voir avec une maison cambriolée? Non, je suis désolé. Cambriolé, c'est pas l'État qui a cambriolé. Attendez. Monsieur, mais c'est pas l'État qui a cambriolé. Je ne sais pas. Les clés sont où? Non, mais les clés, vous pouvez... Excusez-moi. Moi, dès que vous perdez On ne fait pas une émission sur le cambriolage. Non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais si c'était les autres, est-ce que vous croyez que ça aurait été... S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est pas une émission sur les... Mais de la tombe de Moumié, que Moumié soit mort comme ça, il n'a plus de tombe, c'est parce qu'il fuyait le président Ahidjo. Pardon? Bon, je vais lire des mails. Je vais lire des mails pour vous les partager. Il y a Fabrice. Le président Ahidjo qui l'empêchait. S'il vous plaît. Fabrice, j'ai lu des mails. Il est allé Fabrice qui dit qu'il est content parce qu'on est en train de parler de l'histoire de son pays. Parce qu'il estime qu'on nous cache toujours la vraie histoire de ce pays. Et le sujet Ahidjo reste un mystère. Je voudrais également savoir en quoi le retour de sa dépouille serait un danger pour le Cameroun. Bon, pourquoi il considère que c'est un danger? Personne. Personne n'a considéré que c'est un danger. On reviendra dessus vers la fin. Et il faut qu'on avoue que c'est Madame Ahidjo qui a empêché ça de rentrer. S'il vous plaît. Parce que les gens tournent toujours. On continue. Mais je dis, Moumié est mort aussi en exil. C'est parce qu'il fuit Ahidjo. Monsieur Bindi, je peux terminer. Oui, vas-y. Vraiment, je ne veux pas que vous avez de la passion. Moi, je veux faire un travail. Non, écoutez, moi, je veux faire un travail, je pense. Moi, je suis un Camerounais. Je travaille pour que les gens regardent l'histoire de leur pays en face. Donc, je ne veux pas la passion. Je lis des mails. Oui. Et tout à l'heure, vous-même, vous allez présenter ce que vous avez fait aussi à l'époque qui passait à la télévision. Bon. C'est Joss de Libreville, il dit que c'est regrettable et lamentable pour le régime actuel de voir des Camerounais être nostalgiques de M. Biya, alors que de M. Ahidjo, pardon, alors que ce fut un grand tyran. Mais comme on mangeait bien à son époque, on finit par oublier tous les crimes et les tortures qu'il a fait subir à ses opposants. Il y a Alain qui dit l'exil massif des intellectuels camerounais et la brutalité du régime de M. Ahidjo aura profondément terni son règne. Seul le laxisme généralisé de ces 30 dernières années semble donner un peu de relief à cette période très sombre de notre histoire. Bon, ce sont des avis, je les lis. Excusez-moi une minute. Il y a Christophe qui dit que le président Ahidjo nous a donné une identité dans le monde qui nous reste propre, une dignité, une respectabilité enviable par les pays africains et du monde. Dommage que nous avions perdu aujourd'hui par un certain mal qui nous ronge comme la corruption, que le nouveau pouvoir a du mal à éradiquer. Bon, je vais lire un dernier avant qu'on ne passe à... C'est une question aux invités qui demande si... c'est Valérie qui demande si M. Ahidjo était... Bon, il a dit... Ahidjo était peut-être un bon gestionnaire, mais un piètre démocrate, voire un dictateur. Ne pensez-vous pas que s'il avait permis le suffrage universel, on aurait pu éviter cette descente aux enfers que nous vivons depuis? Bon, ce sont des avis. Je voudrais que l'on poursuive pour terminer avec vous. Oui. Il y a quelques photos importantes parce qu'il faut préciser, comme ça on les montre rapidement, voilà. Et puis on passe à M. Binzi. Si on peut voir les maisons même d'Ahidjo. Les maisons de M. Ahidjo, est-ce qu'on les a, Eric? Si on peut avoir les maisons de M. Ahidjo, comme cela, il y a Guibaï qui dit que les biens ont été remis en état
mais les résidences avaient été pillées. Un gouverneur du Nord s'en est bien servi. Voilà. C'est bien servi plutôt. Là, ça, c'est quelle résidence? Ça, c'est sa résidence de Mayo-Oulo. Je suis arrivé là-bas, moi. J'ai vu cette maison-là, ouais. Voilà. Cette résidence à Mayo-Oulo. La route est goudronnée, c'est encore... Absolument. C'est là où il a dit quand il veut décider tout. Hein. Ouais. Cette résidence-là, elle est presque encore en bon état. À Yaoundé, pas à Mayo-Oulo. Non. Quand il voulait faire soit un remaniement, le président Idjo, quand il allait à Mayo-Oulo, ce n'est pas dit qu'il ne décidait pas à Yaoundé. Non, il décidait à Yaoundé, c'est clair. Puisque les médias, tout se trouvait à Yaoundé. Les institutions... Ça, c'est un faux problème. Bon, ok. Non, il ne faut pas déplacer les choses parce que c'est Mayo-Oulo, non. Non, mais écoutez, il allait là-bas se reposer. Non, il allait à Mayo-Oulo pour prendre des grandes décisions. En Bomeka se reposer. Mais non, ils allaient là-bas. Pas le problème. Mais le président Biya, le soupçonne aussi de décider à Bomeka, par exemple, le remaniement. Voilà, on attend depuis, monsieur le président. On attend le remaniement. Pourquoi ça paraît bizarre? C'est apparemment parce que je veux dire, Mayo-Oulo, c'est l'endroit où le président, quand on essaie de le trouver... On peut faire... Oui, merci. Sur Mayo-Oulo? Non, faire une observation. Je ne sais pas du tout à quoi on veut venir. Mais quand Idjo a quitté le pouvoir, moi, il habitait Maurice Barrès. Boulevard Maurice Barrès, c'est à Neuilly, c'est juste en face du bois. Moi, je le sais d'autant plus qu'il n'habitait pas non loin de M. Sopo-Priso, qui se trouve square Maurice Barrès. Donc, ne le présentez pas comme quelqu'un qui n'avait pas une fortune personnelle, parce que moi, je ne vais pas pleurer en disant que, vous avez vu, on a tout abandonné, on a tout volé. Si vous n'êtes pas là, et ça se fait à Douala aujourd'hui, monsieur, je peux vous dire, vous avez on cambriole tous les jours les maisons qui sont... Vous revenez encore sur l'affaire de cambriolage. Non, je voulais ça vous dérange à ce point? Non, il ne faut pas expliquer ça au point de vue historique, comme si c'était une volonté, soit gouvernementale, soit d'autre, de pouvoir porter atteinte à ses biens. Ça, c'est faux. Vous abandonnez une maison, monsieur, on la vole. Vous oubliez vos clés. Il y a, si on est parti avec les clés, vous apportez un cellulaire, ou bien vous apportez quelque chose, vous cassez, vous rentrez chez vous. Bon, il y a un mec qui vous conseille ici, c'est Jean Andjamena. Il dit qu'il est content pour l'émission, Maître Pensi. Il dit, mais pourquoi les militants du RDPC ont toujours la maladresse et la peur de voir le diable partout? Alors même si M. Pensi, Maître Pensi est partenaire de STV et membre du RDPC, il doit rester humble et reconnaître que M. Idjo était un bâtisseur. Mais c'est ce que j'ai dit. Partenaire de STV. Parce qu'il a dit non, j'ai dit que c'était un bâtisseur, mais qu'il a contrasté. Il était également assez tyrannique. Et à l'époque, il n'y avait pas la liberté qu'il y avait aujourd'hui. Bon, on peut regarder d'autres... Il y a d'autres images, c'est fini? C'est terminé, les maisons de M. Idjo? Il y en a encore? On regarde d'autres... C'est ce que vous voulez qu'on regarde? Non, on ne va pas regarder. Monsieur Ousmane Mek. Oui, voilà. Là, c'est où? Là, c'est sa résidence principale à Garoua. Oui, jusqu'où les herbes ont poussé. Hein. Oui, mais son fils est là. Mais son fils aurait pu faire. Son fils n'a qu'à faire couper les herbes. Hein? Je sais pas. Cette résidence lui appartient. Il a les micro-projets, il a l'argent. C'est l'une de ses vérandas. À Garoua. On ne va pas le plaindre. Hein? Oui. Oui, toujours. Mais cette maison appartient à qui? C'est comme s'il y avait une volonté manifeste de laisser. S'il vous plaît, mais cette maison appartient à qui, M. Ousmane Mek, actuellement? Alors, moi, ce que je sais de cette histoire, c'est qu'à l'époque, quand il partait pour son exil, c'était le maire de Garoua qui détenait les clés pour l'entretien, éventuellement. Du Bako. Et il lui a été sommé de restituer les clés. Il a donc restitué les clés à qui de droit, c'est-à-dire le gouverneur. Et depuis, il s'est passé ce qui s'est passé. Et en fin de compte, on dit, bon, la rétrocession des biens, on l'a fait. Mais la famille a donc commis un huissier pour faire un constat et constater donc effectivement la vétusté dans des maisons. La vétusté... Ils ont déposé dans le... Laissez-le terminer. Moi, je ne sais pas pourquoi ça vous fait de l'émotion. Non, mais laissez-le terminer. Allez-y, oui. Alors, donc, le président Biya s'est engagé, je crois par ses services, à remettre un peu de l'ordre dans cette affaire. Et on attend. Alors, ok. Donc, en fait, c'est pas la seule chose. On s'engage à remettre de l'ordre et on attend dans ce pays. Je veux poser une question. Il y a des projets parce qu'il ne faut pas qu'on prenne l'habitude d'essayer de victimiser les gens, ceci ou cela. Parce qu'ici, il
des choses, des projets, de ceci qu'on doit arranger et on n'a pas encore fait. Monsieur Bindi, s'il vous plaît, je peux poser une question? Oui. Ah, ok. Je voulais savoir, donc, les clés actuellement sont entre les mains de monsieur Mohamed Ouaïdjo. Bon, il y a eu une commission qui a balayé tout le Grand Nord, en tout cas là où ils ont leurs biens. Ils ont restitué donc en l'état, c'est dans le PV. Maître, vous comprenez très bien ce que ça veut dire. En l'état, c'est souligné là. Hein. Oui, d'accord. Bon, mais ça appartient. Les gars, on dit quoi? Ils disent non, mais on ne peut pas prendre. Hein, je dis que des trucs vite comme ça, c'est pas possible. Il va falloir donc faire un constat. Ils ont donc fait le constat et ils ont renvoyé les documents. Mais, ok, d'accord. Mais ces biens-là appartiennent bien à la famille Ahidjo. D'accord. Et je voudrais ajouter que beaucoup de Camerounais aimeraient avoir ces biens-là, même dans cet état. Quand je vois la plupart des populations qui n'ont rien du tout, je ne vais pas pleurer sur la misère de la famille Ahidjo. Je m'excuse. Ok. Bon, monsieur, alors, pour conclure avec vous là-dessus, qu'est-ce qu'on peut retenir? On va retenir que monsieur Ahidjo, selon vous, serait né en 1923. Ou 24. Non, il a dit 23. Attendez. Selon moi, à moins que c'est pas historique. C'est pas historique. Bon, non, je suis en train de retracer quelque chose. Il y a un professeur d'histoire qui est là. Maître Messi. Officiellement, officiellement, ça va être. Je vous laisse la parole, Maître Messi. Allez-y. Qui peut prouver que c'est un. Non, mais restituez Maître Messi parce que c'est pour l'écouter. C'est juste citer des témoignages de la famille. Donc, selon lui, M. Ahidjo serait né en 1923. La famille. Je ne vois pas en quoi c'est. Non, les témoignages de la famille ne sont pas qu'on peut prendre vraiment. Monsieur, quand on sait comment ils sont. Dans une minute, on est à vous, monsieur Binzi. Je voulais dire que, donc, 1923, il aurait eu 3 femmes, 3 épouses. Vous nous avez montré l'endroit où il aurait souhaité être enterré. Vous nous avez montré, vous avez montré certains de ses proches et des personnages clés qui ont joué un rôle dans son éducation, sa naissance déjà. Oui. Pour vous, M. Ahidjo serait le fils naturel d'un... Pas du tout. Monsieur Binzi, je vous dis que vous allez donner votre version dans une minute. C'est ce qu'il dit. Donc, Ibrahim Baba Kassoum. Kassoua. Le père du marché. Voilà. Oui. Voilà, qui serait un arabe noir. Hein, c'est bien cela. Et vous nous avez montré les différentes personnes qui ont joué un rôle politique dans son ascension. Et vous nous avez montré ces biens et autres qui sont dans un état de délabrement qui est assez avancé. Oui. D'accord. Monsieur Binzi, vous avez vous-même, il y a quelques années, entrepris de réaliser une émission sur la vie de M. Ahidjo. Qui vous a d'ailleurs mené au Mali. Qu'est-ce que vous souhaitiez montrer à l'époque? Je souhaitais montrer ceci parce que Ahidjo aurait dit qu'on l'enterre là dans le caveau. Le jour où il a dit, beaucoup de choses ont changé. Parce que la dame de compagnie de Madame Ahidjo, qui est avec elle jusqu'à présent à Dakar, s'appelle Bokoum, Ada Bokoum. Elle est malienne? Elle est malienne. Bokoum, c'est un nom... Ada Bokoum, qui est dame de compagnie de Madame Ahidjo, jusqu'à présent à Dakar, est malienne. Et c'est la fille de son cousin Ibrahim Barema Bokoum, ancien ministre des Affaires étrangères de Modibo Keïta. Un malien, qui était le cousin de M. Ahidjo? Bien sûr. Mais attention, quand j'ai demandé à M. Ousmane Mey tout à l'heure, tous les Maliens Peuls, tous les Peuls, ont un berceau, c'est le Masséna, une province du Mali. C'est là-bas où ils sont partis tous. Le père d'Ahidjo, Ibrahim Bokoum, était du Mali. Parce que quand on dit un Malien, mais les Douala sont fiers de dire qu'ils viennent du Congo. Les Bamileke sont fiers de dire qu'ils viennent de l'Égypte pour rassembler un peu aux Juifs. Pourquoi on aurait honte de dire que les Maliens viennent du... Où sont le dites? Moi je viens d'Égypte, ça c'est bien. Nous avons le ministre qui vient du Nigeria. Non, attends, que les Peuls viennent du Mali. Où est le problème? C'est comme ça. Donc quand on dit, il ne faut jamais dire un Malien, non. Le Mali n'existait pas à cette époque. C'est pas péjoratif. Oui, donc c'est pour dire le Mali n'existait pas à cette époque. Madame Ada Bokoum m'a raconté que le président Ahidjo a dit, même mort, mes pieds ne doivent... Il a dit, mes pieds ne doivent pas revenir au Cameroun. Parce qu'il était dans la brouille, c'était normal.
Aïdjo était un monsieur fier et tout. La brouille qu'il y a eu ici entre eux et bien et tout, c'était normal. Parce que quand on commence à dire, il a montré le caveau où il avait dit qu'il devait être enterré, en le moment où il a dit, et après il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Vos enquêtes, vous êtes allé sous les ponts. Vos enquêtes, vous les avez menées au Cameroun aussi, à Garoua, non? Non, je suis allé à Garoua un peu pour voir qui était Baban Kassoa, Ibrahima Baban Kassoa, c'est-à-dire le père du marché. Parce que Aïdjo veut dire en Peul mon fils. C'est la maman d'Aïdjo qui lui a donné son nom parce qu'Ibrahima Baban Kassoa n'était pas revenu quand il a vu que Aïdjo était un noir. Le père d'Aïdjo, c'est Ibrahima Bokoum qui a grossi la maman d'Aïdjo 2 ans, de quelque temps. Quand elle avait 2 mois de grossesse, c'est le lamido de Garoua, Ayatou, qui a pris madame la maman d'Aïdjo pour donner à Baban Kassoa. Vous confirmez un peu ce qu'il disait. Négatif. Négatif. Baban Kassoa ne savait pas que... Parce que moi, écoutez, attendez que je termine. Parce qu'on a les images. Non, ça n'a pas une image. Ce monsieur est blanc. Le monsieur là est blanc, Baban Kassoa. Et c'est pour ça qu'il n'est pas allé rechercher l'enfant. Parlons de la morphologie. Non, quelle morphologie? Il est blanc. Il est blanc et Aïdjo est noir. Bon. Et puis je dis que Aïdjo s'appelle Aïdjo. C'est sa maman qui a donné le nom. Donc, parce que Ibrahim Baban Kassoa n'était pas parti. Alors vous allez au Mali ensuite. Qu'est-ce que vous recherchez au Mali? Je suis allé au Mali. Bon, d'abord il y a ceci. J'ai fait une première émission avec Seydou Badian Kouyaté. L'écrivain. J'ai fait la première émission avec lui. Et alors pendant l'émission, il m'a dit que quand Aïdjo est venu au Mali en 1964, il a dit à Modibo Keïta qu'il voulait aller retrouver ses origines. Il a dit dans l'émission. Donc ils sont partis pendant 11 jours faire ce qu'on appelle le circuit Peul dans le Masséna et tout. Et M. Seydou Badian Kouyaté, ministre chargé de mission à la présidence, a accompagné Aïdjo pendant ce voyage. Il a dit dans l'émission. Et c'est comme ça, ils sont arrivés à 100, ils sont arrivés à Mopti, ils sont arrivés à Barako et tout. Et là où le monsieur qui a créé l'empire Peul, le Massina, le monsieur qui a créé l'empire Peul s'appelait Sekou Danfouz ou quelque chose. Et Aïdjo est parti refaire sa tombe. Je suis allé voir. Quand il est parti donc avec Modibo Keïta, il a refait la tombe. Et c'est quand il finit ce voyage qu'il décide avec Modibo Keïta qu'il n'y aura pas de visa entre le Cameroun et le Mali. Et c'est jusqu'aujourd'hui. Non, ne faites pas l'amalgame. Parce que là, c'est une affaire des troupes au niveau, n'est-ce pas, de l'armée africaine française. Vous comprenez? Désolé. Les Bambara sont venus. Il y a Fauchivé qui a témoigné sur cette affaire. Non, c'est pas vrai. Aïdjo a signé. Il a signé en 1964 après ce voyage. 63. Le voyage était en 64, qu'il n'y aura pas de visa entre le Mali et le Cameroun jusqu'aujourd'hui. Monsieur Binti, il a une précision qu'on l'écoute aussi un peu avant de revenir à vous. Vous parlez de vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit? Non, pas du tout. C'est-à-dire que, en fait, le village natal d'Aïdjo, c'est Nassarao. Son quartier de naissance, c'est Onchuga. Cette histoire, personne ne la connaît là-bas. Ah bon? Ni à Garoua, ni au village. Vous voulez que je vous amène même... personne. Allez demander ça à M. Ayatou Alim. Je le cite dans la télé. M. Ayatou Alim, qui est le secrétaire d'État à la santé. Allez lui poser la question. Oui. Ce sont les photos de qui ça? Parce que je vois des photos qui apparaissent. Posez la question à Ayatou Alim. C'est là où il est né, justement. Là où le bonhomme se tient à la carte. Il est né là. Et c'est écroulé. D'accord. Alors, donc, cette histoire qu'il raconte, je ne sais pas, en fait... Mais je ne vois pas de contradiction. Maître, laissez-moi finir. Je voudrais donc développer l'aspect de l'ascendance de sa mère. Parce que vous semblez aller un peu dans tous les sens. Parce que, effectivement, sa mère, vous savez, les Peuls... Je ne vais pas dans tous les sens. Les Peuls... Le père de la mère d'Aïdjo est laissez-moi finir. À Garoua. Laissez-moi finir. Ah oui, il y a plusieurs clans chez les Peuls. Le clan d'Aïdjo, c'est les Wolarbe, donc issus du Massina, comme il le précise. Le clan de sa mère, c'est les Peuls Wolarbe. Donc les gars
si vous voulez, les peuples de Garoua en général, c'est des Olarbé. Ils viennent donc de Mopti, précisément de Mopti, dans le Massina. D'accord? Or, quand ces peuples justement fondé la cité de Garoua, c'est-à-dire, comment on appelle, Fulbéré, alors la famille d'Aïdjo était déjà là, la famille maternelle, parce que son arrière-grand-père, qu'on appelait Yatobi, a fait partie de la conquête de Nassarao, qui était un coin appartenant au Fali, le clan Fali. C'est en quelle année ça? Vous comprenez, nous sommes en 1800. Mais nous sommes d'accord. Attendez. On est d'accord qu'il est né à Garoua. C'est pour vous dire que sa mère également est du Massina. Bien sûr. D'accord. Maintenant, quand vous faites l'amalgame entre le père qu'on ne connaît pas à Garoua, celui que vous évoquez, ce n'est pas vrai. Et Baban Kassoua, que tout le monde connaît, qui a vécu avec Baban Kassoua, alors, mais alors, on va pas faire un... Bon, moi ce que je... on évolue parce que... on va pas faire un débat sur l'acte de naissance de monsieur... le président Aïdjo. Ce n'est pas le but de... S'il vous plaît, je veux qu'on parle de son héritage politique, parce que c'est bien. J'ai voulu qu'on fasse cette émission avec les photos que vous aviez, parce que je pense que c'est une part de l'histoire du Cameroun. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir l'héritage politique du président Aïdjo. Est-ce que M. Bindi et M. Pensy, j'ai l'impression que vous avez un autre débat que vous organisez. Je vais vous arracher le livre. Donnez-moi le livre, parce que je préfère vous prendre le livre demain, comme ça vous n'avez plus... c'est pas grave. Vous allez donc pouvoir le consulter plus tard. Vous n'êtes pas qu'il y ait deux débats. Je ne sais pas si je suis en train de parler, je suis en train de dire, je vous poser la question de savoir l'héritage politique. Maître Pensy, je suis en train de parler de l'héritage, je veux qu'on évolue, l'héritage politique de M. Aïdjo, parce qu'on a vu tout ce qu'on a vu là. Je reçois beaucoup de mails où les Camerounais sont en train de donner leur avis sur l'homme. La plupart reconnaissent que c'était un très très grand homme d'État, mais qu'il avait aussi ses défauts. Son premier défaut, vous l'avez tous évoqué ici, c'était un monsieur qui était intransigeant, et il y a eu de nombreuses exactions qui ont été commises. Alors, en termes d'héritage politique, est-ce qu'on peut dire que le système qui perdure, qui est en place, du moins, on va dire que c'est un héritage de M. Aïdjo? Le système politique, le système, la manière de fonctionner de l'État camerounais. C'était quand même lui qui était le principal artisan de l'État moderne. Est-ce qu'il y a eu une rupture, selon vous, à partir des années 84-85 Monsieur Dikoumé, professeur Dikoumé. Je ne crois pas qu'il y ait eu une rupture fondamentale. Je ne crois pas. Je crois que le système qui a été mis en place par M. Aïdjo a continué. Le système du parti unique, d'abord, et ensuite, on peut également évoquer la manière forte avec laquelle on traitait les Camerounais, pour être nuancé. Et nous savons qu'il y a eu des marches dans notre pays contre le multipartisme et la démocratie. Et pendant longtemps... À quelle période, prof? Est-ce que c'est faux? Il y a eu est-ce que c'est faux? 90 ici à Douala. Mais Aïdjo n'était plus là. Non, mais il a parlé de son héritage. Nous parlons de l'héritage. Vous semblez en permanence sur la défensive lorsqu'on parle de M. Aïdjo. Je ne sais pas, vous êtes venu défendre l'héritage de M. Aïdjo? C'est ce que semble d'ailleurs montrer votre ouvrage. Donc c'est une œuvre géographique que vous êtes en train de nous présenter aujourd'hui, ou bien une œuvre historique? Mais si vous voulez libre de critiquer Aïdjo, moi je suis faire l'apologie de ce qu'il a fait bien. Donc l'apologie. On vous donnera la parole dans 5 minutes, je veux simplement... Moi j'ai dit il y a un héritage. Oui. Il y a eu des réflexes qui sont restés. Bon, un certain nombre de changements sont intervenus par la suite, mais foncièrement, n'est-ce pas, c'est un système qui s'est mis en place pendant la période coloniale. Certains parlent du système ojolatiste. Du système ojolatiste. Ce système a continué avec Aïdjo, et il a fait des émules. Bon,
je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de changement. Il y a eu un certain nombre de changements, mais le système foncièrement est resté en place. La preuve, c'est qu'au Cameroun, il y a également la mystique du sauveur. C'est-à-dire qu'on a toujours pensé que après Idio, le Cameroun allait s'écrouler. De la même manière, aujourd'hui encore, les gens pensent que après Biya, le Cameroun va s'écrouler. Et c'est pour ça que les gens continuent à se comporter comme nous l'avons vu pendant les élections. Je ne sais pas si M. Biya lui-même demande qu'on le considère comme un homme providentiel qui il laissera peut-être un vide, mais les Français disent que le Cameroun, que les cimetières sont pleins des hommes providentiels. Indispensables. Des hommes indispensables. Je croyais indispensables. M. Idio a travaillé pour le Cameroun. Il a eu ses travers. M. Idio Biya travaille pour le Cameroun. Il a également ses travers. Mais le Cameroun survivra. Il a survécu à M. Idio et il survivra à M. Biya. D'accord. Alors, Maître Pensy, vous êtes d'accord avec ce qu'il dit sur le système? Pour lui, il estime que c'est un système qui a été mis en place, qui perdure et qui finit finalement par manger ses enfants. C'est ce que vous voulez dire? Moi, je voudrais dire quelque chose. Mais c'est promoteur. D'une certaine manière. Je voudrais dire quelque chose du point de vue juridique. Parce que même au niveau du parti, le RDPC, on dit toujours que le RDPC a été créé alors que... On dit souvent le RDPC UNC, hein? Non, le problème au point de vue juridique, c'est un changement de nom. C'est un changement de nom qui s'est opéré. Il n'y a pas eu historiquement et juridiquement de nouveaux statuts. Quand on est parti à Bamenda, c'est un changement de nom qui s'est opéré. Moi, je pense sur la structure juridique du RDPC. C'est pour ça que le RDPC est resté en tout état de cause, bien qu'il y ait eu le multipartisme, a eu un certain nombre de comportements qui pouvaient... Du parti unique. J'ai dit un comportement, oui. Mais qui n'était plus du parti unique, puisqu'en fin de compte, et vous en avez parlé, parmi les personnes... Il n'a jamais accepté que c'était le parti unique, il disait le parti unifié. C'était un jeu de mots. C'était un jeu de mots. C'est un jeu de mots. Mais est-ce qu'il n'était pas unifié? C'était un jeu de mots. Au point de vue juridique, il agissait en parti unique. Excusez-moi. On a suspendu le UPC et tout, et vous dites que c'est unifié? Non, il y a eu des partis qui se sont unis à l'UNC. Ce que je voulais dire au point de vue juridique, c'est que les personnes aujourd'hui qui parlent, et mon ami Jean-Jacques Ekini était l'un de ceux qui ont marché également. Il était à la tête. Les gens oublient au point de vue historique qu'il était à la tête du parti. Ceux qui ont marché contre le multipartisme, il était en tête de liste pour pouvoir marcher. Bon, donc il y a des gens qui l'ont fait, et je pense que la volonté, puisqu'il y a eu à l'époque Mitterrand qui a fait son discours de la Baule, etc., et que la volonté réelle du président Biya, et il le dit dans tous ses discours, c'est de donner la démocratie et de donner qu'il y ait beaucoup de partis au niveau du Cameroun. Et les Camerounais en ont changé, chacun dans sa chapelle. Oui, mais moi, je crois que là, il y a eu une conversion de M. Biya au départ. Mais au départ, il a eu une conversion. Mais c'est normal. Il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Alors, autre chose dont vous avez parlé tout à l'heure, vous m'avez parlé d'un système ojulatiste. Moi, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Parce que, au point de vue historique, vous êtes historien. Oui, bien sûr. Ojula, était quoi ici? Il était que député. Il était ministre de la France d'outre-mer. Excusez-moi, il était ministre de la France d'outre-mer en France. En France, oui. Je dois l'appeler. Pas du tout, puisqu'il était l'ami de mon père et correspondant de mon frère. Et il était médecin au Bala avec mon père. Donc, je connais très bien. Ministre de la France d'outre-mer. Et ministre de la Santé. Non. Faites attention. J'ai pas terminé. Laissez la contradiction, professeur. Vous avez parlé, moi je vous... Je voulais dire... manière de ramener... Je n'ai pas ramené. Ramener tout ce que vous dites à vous.
Non, je n'ai pas ramené à moi. Non, pas du tout. J'ai expliqué un fait historique. Autant M. Ousmane a parlé. Moi, je comprends. Oui, absolument. Non, non, c'est un exemple. Excusez-moi, je n'ai pas terminé. J'ai pas terminé. C'est pas parce que M. Ojoula a été l'ami de votre père. Mais c'est pas ça. Vous allez défendre son. Je ne l'ai jamais défendu. On n'a pas parlé de son. Ignorer complètement ce qu'on appelle le système ojoulatiste. Mais vous m'étonnez. On était en train de. C'est vrai, j'étais en train de. Vous m'étonnez. Excusez-moi. Je n'ai pas terminé, professeur. Souvent, ayez l'humilité de ne pas couper la parole. Ce que je voulais dire. Vous l'avez fait tout à l'heure. Je ne vous ai jamais coupé. Jamais coupé. Oui, mais ce que je voulais dire, parce que personne ne comprendrait. Vous expliquez aux Camerounais, vous êtes le seul à avoir peut-être la science occulte. Quand vous expliquez le système ojoulatiste, personne ne comprend. Mais vous ne savez. C'est vous non, qui moi, non, c'est pas ça. Vous ne le comprenez pas, vous. Non. Nous sommes dans une émission. Vous ne le comprenez pas. Maître Bessi, qu'est-ce que vous voulez dire par... Vous êtes contre le système ojoulatiste? C'est péjoratif selon vous, ce qu'il veut dire? Moi, pour moi, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Aucun Camerounais ne comprend, sauf lui. Non, mais autre chose. Ne faites pas le malin. Ne faites pas le malin. Autre chose. Laissez-moi terminer. Mais alors, s'il vous plaît. Autre chose. Oui, Maître Bessi. Vous n'avez pas... Ou bien, il fallait pas dire ojoulatiste, il fallait dire le système... Non, Maître Bessi. La Maître Pensy aurait peut-être... Oui, parce que c'était l'ami de son père, il ne faut pas l'attaquer. Non, c'est pas l'attaquer. Oui, c'est ce que vous semblez dire. Alors, s'il vous plaît. Au moment où vous avez des acquaintances avec les gens, vous voulez dire que vous ne pouvez pas attaquer les amis de votre famille. Vous ne l'avez pas attaqué. J'ai dit que personne ne comprend ce que c'est. Non, je veux juste faire pour moi, c'est un système péjoratif. L'aspect... Quel aspect? Parce que je n'ai pas compris ce que ça veut dire. Qu'est-ce que vous voulez? Pour vous, pour lui, c'est un système qui a été néfaste et qui a été à la base du mauvais départ selon lui. Mais il était néfaste en quoi? Il faut qu'il explique qu'il a été néfaste en quoi. Je voudrais qu'il donne une explication pour que les Camerounais comprennent. Parce que ojoulatiste, personne ne sait ce que c'est. Excusez-moi. Ça découle d'Ojoula. Pour expliquer. Voilà. Bon, allez-y. Bon, Ojoula n'avait aucun système en dehors. Puisqu'il a été ministre. Laissez le professeur expliquer. Laissez le professeur expliquer. La coopération de la santé. Non, monsieur. Est-ce qu'on peut laisser le professeur expliquer? Maître. Monsieur Ojoula, voilà, c'est qu'il a les lettres. Oui, vous avez les lettres. Là où il était fort, c'est quand il était ministre, secrétaire d'État à la France d'outre-mer. Voilà. Mais après, il était secrétaire de la France. Mais il était ministre de la santé et de la coopération. Mais c'est quand il était secrétaire d'État à la France d'outre-mer. Non, on a compris. Bon, vous voulez dire quoi par le système ojoulatiste? A été médecin au Cameroun. Oui. C'est pendant son séjour au Cameroun qu'il a mis ce système en place. Non, n'oubliez pas qu'il était même député du Cameroun. D'abord en tant que médecin. Après il est devenu député du Cameroun. Est-ce qu'il n'y avait donc pas de haut commissaire? Député. Attendez, laissez-le. Pas de haut commissaire. Laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Allez-y, monsieur. Allez-y, professeur. On peut. Oui. S'il y a la hiérarchie. Il a été secrétaire d'État à la France. Laissez-le terminer. Mais il était au-dessus du haut commissaire. Le secrétaire d'État et le ministre et le haut commissaire. Il était secrétaire d'État à la France d'outre-mer en 1956. Bon, je vais lire les mails. Puisque 56. Je lis des mails. Non. S'il vous plaît, je lis des mails. Je peux lire des mails. Je peux lire des mails là parce que c'était avant. Monsieur Bindi, il ne faut pas faire celui qui ne comprend pas. Vous comprenez parfaitement. Non, moi j'ai rien compris. Vous faites semblant de ne pas comprendre. Je vais lire des mails. C'était une pertinente remarque. Oui, c'est tout. Bon, d'accord, moi je lis des mails. Ça ne veut rien dire. Bon, pour conclure, monsieur professeur, on va conclure en disant que Maître Pensy, l'ami de son père, c'était. Oui, mais c'est pas pour ça. Donc, il ne faut pas critiquer l'ami du père de monsieur Ousmane Moué, c'était monsieur Aïdjo, il ne faut pas critiquer non plus. On ne critique plus les amis des pères des gens ici. Non, le problème, c'est un fait historique. Faisons plus simple. On ne critique plus les amis des pères. Oui, c'est ça. Tout bon référent. Je vais lire les mails. C'est pas ça. Vous êtes professeur. Un professeur. S'il vous plaît. Non, mais un professeur. Excuse-moi. Je vous abandonne le débat. Ok. Je ne polémique pas. Un professeur moi, je m'en vais. doit ramener les connaissances pour que tout le monde puisse comprendre. Ça va, on a compris. Laissez-moi partir parce que vous avez confisqué le débat. Non. Vous commencez. Vous avez confisqué. Je vais lire les mails. Professeur, attendez qu'il lise. Vous avez confisqué le débat. Je vous abandonne la partie si vous voulez. Bon, je vais lire des mails. C'est Hugues.
Il dit que nous sommes déçus par l'appréciation que vous donnez à un livre qui peut avoir ses faiblesses, mais qui a au moins le mérite de nous apprendre quelque chose. C'est tout pareil, comme il n'y aura pas de honte demain de parler de M. Paul Biya. Bon, c'est Sidiki qui dit que de grâce Ngongan ne tombe pas dans le piège de ces vieux qui ont la rancune dans le cœur. On a l'impression que c'est un débat nord contre sud, UPC, UNC. La majorité des Camerounais sont jeunes et ont d'autres chats à fouetter. Parler du bilan du président Idjo, par exemple, et dans quel état a-t-il laissé ce pays? Bon, c'est Jean Jaurès au Congo qui dit que ces deux chercheurs devraient plutôt se mettre ensemble pour écrire l'histoire vraie. Ils ont fait un travail remarquable et en bon Camerounais, ils n'arrivent pas à s'accorder et se mettre d'accord ensemble, quoi. C'est Ange Raoul, il dit qu'il aimerait bien avoir une des maisons de M. Idjo, même dans l'état qu'on a vu là. En passant, je ne vais pas pleurer sur le sort des riches qui vivent dans l'opulence, loin de nos misères. Ces enfants savent-ils combien de Camerounais dorment dans les rues ici? Bon. Il y a Claude qui dit qu'il trouve l'émission intéressante, mais le comportement du grand maître, M. Binzi, fort intéressant entre guillemets, car c'est le comportement propre aux Camerounais. Une chose est sûre, le président Idjo était un patriote et un nationaliste, qualité qui manque à nos dirigeants, et partant à mes deux concitoyens. Il parle de vous, il dit que vous n'êtes pas patriote ni nationaliste. Vous n'allez pas répondre, on est en train de dire de mettre d'accord, merci. Bon, c'est M. Ousmanou qui dit qu'il prie M. Bindi de ne pas mettre la passion dans ce débat et que vous sachiez, il faut savoir que vous n'avez pas le monopole du savoir, encore qu'à 80%, ce que vous dites est très faux. Lorsqu'on dit que M. Idjo est allé au Mali à la recherche de ses origines Peul, c'est simplement parce que tous les Peuls sont originaires du Mali en majorité, mais aussi de Guinée. Et puis la signification du nom Idjo en Peul n'a rien à voir avec la naissance ou quoi que ce soit. Donc arrêtez de vous y accrocher. Il dit qu'il est Peul, lui, depuis 4 générations. Madame Idjo n'a jamais accepté, n'a jamais refusé de ramener le corps de son mari. Donc, laissez M. Bindi, d'autres personnes donner leur point de vue. C'est Mamoudou qui dit que Elad Balo de Nassarao fut le mari de sa tante. Il m'a montré l'endroit où Idjo a souhaité être enterré. J'ajoute qu'il était un grand homme, car je l'ai connu, il était un grand homme, M. Idjo. Je l'ai connu à Mayo Oulo, étant élève, il nous interrogeait sur l'attitude de nos enseignants et de l'attention qu'il nous portait. Retenons que le Cameroun qu'il a laissé a été bâti en 20 ans. Il y a eu le maquis, il y a eu l'indépendance, la construction du pays, la consolidation de l'économie, la préparation du Cameroun à la mondialisation. Bon, alors, et il dit, Idjo ne veut pas dire mon fils en Peul. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'il dit. Qu'il dise ce que ça veut dire. Je prends un dernier, c'est Pierre Ngambéré qui est enseignant à la faculté des arts et des lettres et sciences humaines, département d'histoire, qui dit qu'il est déçu par la réaction de M. Bindi, qui n'est ni historien ni journaliste. Vous exagérez un peu la Pierre. Hein, il prend tout avec passion et rattache tout à ses amis de l'UPC. On a l'impression qu'il ne sait pas que le mariage entre un blanc et un noir peut donner un noir. Maintenant il fait l'amalgame partout au nom de quoi penser que le ministre malien a raison et les parents d'Idjo mentent. En plus, Idjo n'a jamais signifié mon fils en Foufoudé ou en Peul. Il faut peut-être nous dire ce que ça signifie, comme ça on va... Il ne dit jamais qu'il dise. Bon, voilà. Donc c'était juste pour vous départager aussi, hein, parce que je voyais bien que ça... Non, bon, laissons l'affaire de jour-là, parce que je crois qu'on ne va pas s'entendre là-dessus. Pour terminer, est-ce qu'on a... J'ai pas l'impression qu'on a beaucoup écrit sur le président Idjo. Monsieur Bindi, pourquoi? Ou bien je me trompe? C'est tout le problème. J'ai pas l'impression qu'on a beaucoup, qu'on a peut-être sur l'époque, il y a M. Eboa qui a écrit sur l'époque, M. Tobiko, d'autres personnes, beaucoup de personnes, y compris votre père, qui a des choses à dire, par exemple, hein, qui a beaucoup de choses à raconter, qui a encore envie. Ils n'écrivent pas sur le président Idjo, sur cette période de la vie du Cameroun. Pourquoi? Je crois que, oui. Je crois que pour écrire, il faut qu'il y ait des témoignages. On peut trouver la documentation. Impartiaux. Mais il faut qu'il y ait des témoignages. Et mais nous savons que à ce jour, il y a toujours des gens qui ont peur de s'exprimer par rapport à Idjo.
Bon, certains ont peut-être été des admirateurs de M. Ahidjo. Ils sont encore aux affaires. Ils craignent qu'en présentant un visage favorable de M. Ahidjo, on leur tape sur les doigts. D'autres, bon, pensent qu'ils ont un devoir de réserve. Mais c'est un phénomène qu'on retrouve un peu partout. Si vous voulez parler du Maquis, si vous voulez parler de l'UPC, il y a toujours des réticences. De la même manière, compte tenu de la manière dont le président Ahidjo est parti du Cameroun, il y a toujours des gens qui éprouvent des réticences par rapport à M. Ahidjo. Ça, c'est la raison, selon vous, pour laquelle... Je crois que c'est l'une des raisons essentielles, parce qu'on n'écrit pas pour écrire, on écrit pour apporter quelque chose. Monsieur Binzi, vous êtes d'accord déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvrages? Il n'y a pas beaucoup d'ouvrages, ce que je regrette. Parce que je reviens à ce que tous ces gens qui ont envoyé des mails, c'est vraiment dommage. Nous sommes d'accord dès le départ que le président Ahidjo a été un grand président pour ce pays, qu'il a mis le pays sur les rails et dans des conditions difficiles. Est-ce que maintenant dire ça, ce monsieur qui dit on ramène tout à l'UPC, est-ce que nous avons parlé de l'UPC ici? Nous avons un problème au Cameroun, c'est que les gens, personne ne veut être indépendant d'esprit. Les gens sont impartiaux, ils regardent. Moi, j'essaye d'être indépendant d'esprit. Je n'ai jamais dit que M. Ahidjo a fait quoi que ce soit. J'ai dit, même si le régime a été dur, mais je dis que je ne juge, chaque fois que je fais des émissions, je dis je ne juge pas ceux qui nous ont précédés. Parce que les actes qu'ils ont posés à cette époque-là étaient peut-être salvateurs pour le pays. C'est pour ça que je ne les juge pas. Le président Ahidjo, ce qu'il a fait dans ce pays, c'est peut-être ce qu'il fallait à l'époque pour que ce pays décolle. Donc ce monsieur qui envoie des messages, des mails, ceci, ils doivent comprendre ce que c'est. Nous n'avons pas dit. On ne discute, on ne remet pas en cause le travail que le président Ahidjo a fait dans ce pays. Alors, moi, je vais vous dire qu'il y a tellement à écrire sur Ahidjo. Il y a tellement à écrire. Moi, je n'écris pas, je connais pas. Je suis sur le tome 2, justement. Et on n'a même pas encore fait la promotion de professeur. Je crois que vous nous aiderez le moment venu. Bien sûr, parce que là... Non. Ce livre a le mérite d'exister. Ça, c'est un témoignage. Okay. Absolument. Alors, le tome 2, professeur, le tome 2 est extraordinaire. Dans la mesure où je vais vous servir deux exemples qui m'ont vraiment touché. J'arrive à Ngaoundéré où il y a eu un passage là, pendant qu'il était postier. Et je suis dans sa piste. Et là, je tombe dans une maison où on me dit Ahidjo était là. Il a habité là quand il était postier à Ngaoundéré. Sauf qu'il buvait beaucoup et puis, bon, le maître de lieu l'a chassé de la maison. Il était musulman? Oui, bien sûr. Okay. J'ai dit que non. Alors, tu bois beaucoup et puis bon, voilà, et puis tu ne peux plus manger avec nous, alors il faut quitter. Donc, pendant qu'il le chassait, il y avait un membre du groupe qui dit non, pourquoi tu le chasses comme c'est pas normal, moi je vais le reprendre. Le monsieur le prend, on l'appelle Amadou qui est là, alors il le prend, il l'amène chez lui, lui il a 3 femmes. Il fait sortir l'une de ses épouses et il loge à Ahidjo. C'est comme ça qu'il finit son séjour en Ngaoundéré, dans un quartier qu'on appelle Bali. Et j'apprends qu'il est resté ici, dans un quartier aussi qu'on appelle Bali, en 1942, pendant ses congés après à Douala. Bon, donc, vous voyez, je retrouve le même exemple à Mokolo, où on le chasse également d'une maison. Toujours parce qu'il buvait? Incompatibilité d'humeur. D'accord. Bon. Alors donc, vous voyez, à force de chercher, on trouve. Oui. Mais si on est assis à la maison ou bien au bureau, on dit que l'histoire ne viendra pas. Il faut nécessairement que c'est l'État qui engage dans cette recherche de façon officielle et qu'on ouvre les archives. Vous comprenez? Est-ce qu'il y a Oui. Voilà, c'est une autre question. Oui, merci. Oui, je voulais dire que il y a un manque de courage ou bien d'honnêteté intellectuelle de pouvoir prendre suffisamment de recul sur des faits historiques. Et ça, je le dis, on a dit tout à l'heure, moi je ne défends personne, je ne défends pas Ojoula, je ne le connais pas assez
je sais tout simplement qu'il était médecin, comme mon père était médecin, et qu'ils ont travaillé tous les deux au Bala. Et qu'il était le correspondant de mon frère. Donc c'est quelque chose que je raconte qui m'est assez proche. Donc je ne suis pas là pour défendre son bilan politique. Mais je dis que quand vous faites, l'histoire est également faite de petites histoires, comme nous a raconté M. May. Les petites histoires dans l'histoire ne sont pas tout simplement la vérité historique d'un scientifique que vous êtes. Mais ça fait partie, additionné à d'autres histoires, tout cela fait des histoires et la grande histoire. Ce que je voudrais dire ici, pour dire que j'ai rencontré des personnes qui ont connu le président Ahidjo, c'est-à-dire les Kouotobi, qui était le directeur du cabinet du président Ahidjo, qui était d'ailleurs, le président Biya était son collaborateur, son bon collaborateur à la présidence, Kouotobi, et le frère de Kouotobi, qui était Moukourikouo, qui était le premier ambassadeur à Paris, qui était l'ami d'Ahidjo, qui était son camarade de classe à l'époque. Et ça, il faut que les gens rappellent qu'à l'époque, quand vous étiez les premiers, vous alliez être médecin. Mais il faut aussi savoir que comme Moukourikouo est parti en France, c'est Ojoula qui l'a amené en France, à son cabinet. J'étais en train d'expliquer pourquoi les Camerounais ont peur. Je donne un exemple de Moukourikouo qui était ambassadeur à Paris et après devient ambassadeur à Washington. Et il raconte un jour une histoire comme ça, ambassadeur, en disant que lui, dans leur classe, je n'étais pas trop travailleur, c'est pour ça qu'il est devenu postier. Oui, mais sauf qu'il est devenu président. Excusez-moi, quand Ahidjo a entendu parler de ça, il a viré. Si bien que la plupart des personnes ont une peur bleue, même actuellement, de parler du président. Et ça, je rejoins sur ce point-là le professeur, en disant que s'ils écrivent, peut-être qu'on verra ça mal de l'autre côté, alors qu'il faut prendre suffisamment le recul historique pour que les jeunes d'aujourd'hui sachent très bien qui il est. Parce que moi, attendez, et je vais terminer là-dessus, quand j'étais petit, et je vous parle déjà en 56, 59, quand on a brûlé le quartier Congo, je vous parle des années 61, quand les têtes coupées, arrivaient chez mon oncle, là où il y a le tribunal de grande instance. J'étais tout petit, on ramenait des camions entiers avec des têtes coupées des Camerounais, qu'on venait, en tout état de cause, de le faire dans le cadre de ce qu'on appelait à l'époque des maquisards. Donc c'est quand même des périodes qui sont excessivement dures. Vous voulez dire qui coupait les têtes? Excusez-moi, il y a eu des Français qui sont venus ici. Il y avait une guerre où il y avait les maquisards. Je n'ai pas dit que c'est le président qui le faisait, mais j'ai dit il y a une guerre. Et c'est quelque chose. Le président est arrivé en février 58, je crois. Mais je vous parle des années 61. Oui, d'accord. Mais le maquis a commencé quand? Le maquis a commencé en 55, mais ça a continué jusqu'en 70. Oui. Ça a continué. C'était dans les années 60. Oui. On a tué Wandi en 61. Oui. Non, mais monsieur Sanmi, c'est des faits historiques. On ne dit pas que c'est lui. Je sais des faits historiques. Mais c'était pendant qu'il était dans la responsabilité. C'est pendant son règne. Il a hérité d'une histoire. Non, ça ne partait pas de ce principe, monsieur. Je dis, qui est hérité c'est pendant son règne. C'est pendant son règne que ça. Pourquoi vous voulez alors acculer bien en disant que si c'est pendant son règne? Mais c'est également... Acculer bien sûr. Excusez-moi, je voulais terminer. C'est pendant son règne que nous avons l'Axe Lourd, actuellement. C'est lui qui a été à l'origine de l'initiation de l'Axe Lourd avec Iboa, où il y a eu les constructions des routes qui, heureusement, commencent maintenant à perdurer. Et il faudrait qu'il y ait ces routes-là qui puissent continuer pour que ça se fasse au niveau des pays africains. Oui, je dis que contraster ce que j'ai connu au niveau du personnage. C'est ce que je voulais dire et retenir. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut travailler, est-ce qu'on peut réfléchir rapidement sur le retour de la dépouille, parce que ça reste l'un des problèmes. Est-ce que ça ne va pas être la consécration de la fin de la carrière historique, née des problèmes de 83, et ce qui en a découlé? Le retour de la dépouille, est-ce qu'il n'est pas temps qu'on puisse réconcilier les Camerounais autour de ce problème-là? Monsieur le professeur Dikoumé. Je ne sais pas s'il y a un problème à ce niveau. Je crois que il n'y a pas une opposition au retour de la dépouille du président Ahidjo au Cameroun. Que je sache, il n'y a pas une opposition officielle au retour de sa dépouille.
Ce que je sais, c'est que c'est sa famille qui doit prendre ce problème en charge. Que d'abord sa femme, son épouse, puisqu'elle est sa dépositaire légale, je crois. Son fils, ses filles. Je suis persuadé que s'ils acceptaient que cette dépouille revienne au Cameroun, elle reviendrait sans problème. Mais je crois que chez certaines personnes, il y a encore un certain nombre de rancœurs par rapport à ce qui s'est passé, tous les événements qui sont déroulés dans les années 80, et que elles ne se sont pas encore faites à l'idée qu'il faut ramener la concorde dans les cœurs. Vous comprenez? Est-ce que le retour de M. Ahidjo au Cameroun va consolider l'unité nationale? Je ne sais pas. Mais je crois qu'on peut le ramener au Cameroun en tant que président de la... Bon, peut-être comme certains se disent, non, ce n'est pas la famille, c'est l'État qui doit ramener M. Ahidjo, parce qu'il a quand même été le premier président de... Est-ce que son épouse a dit à plusieurs reprises? Oui, elle a dit à plusieurs reprises. Ce n'est pas à elle de faire la démarche. Mais elle ment. Ce n'est pas normal. Nous sommes un État moderne, où nous sommes des gens qui avons été un peu à l'école, où nous ne sommes rien. Madame Ahidjo sait que c'est elle qui est dépositaire testamentaire de son mari. C'est elle qui doit demander au gouvernement de dire, moi je viens avec mon corps. Et à ce moment, le gouvernement... Mais le fait, nous trichons toujours. Dès que vous dites ça, vous allez avoir des gens qui vont envoyer tout de suite des mails pour dire que je dis ceci. Mais pourquoi les gens veulent nous tourner en bourrique? Madame Ahidjo sait comment ça doit se passer. Alors, je vais aller plus loin. Monsieur Ahidjo a été condamné d'abord en 83. La condamnation a été commise en perpétuité. Par contumace. Par contumace. Il n'était pas là. Bon, deuxièmement, il a été condamné en 84. Et il était déchu. La condamnation était accompagnée de sa déchéance de ses droits civiques. Bon, quand on te dit il était président, non, on ne va pas nous prendre pour des imbéciles. Il y a des textes. Aucun texte ne dit qu'un chef d'État doit se lever et dire, moi je vais prendre... Parce que les gens ne comprennent pas que M. Biaoussi est un homme qui a son ergo, qui sait que le fait d'aller dire Madame Ahidjo ceci ou cela, l'autre va s'en vanter et puis faire... Qu'est-ce que vous faites de la loi d'amnistie? Mais la loi d'amnistie ne dit pas qu'on doit aller chercher le corps. Non, mais attends. Je sais que des gens vont écrire, appeler sur le mail, parce que les gens ne veulent pas qu'on dise la vérité. Les gens ne veulent pas qu'on soit comme des hommes civilisés. La loi d'amnistie veut dire que Madame Ahidjo dit, bon, moi je vais avec mon corps au Cameroun, et le gouvernement dit, voici ce que nous participons, nous faisons ceci. Oui. Monsieur Ousmane, mais... Les gens vont envoyer... Allez-y. C'est le ping-pong. Non, monsieur Moussamé, vous l'avez dit. Alors, je vais y aller de façon très simple. Vous savez, la tradition africaine, on ne badine pas trop avec les morts. Quand il y a un mort, on l'évacue, on essaie de mettre la dignité qu'il faut, hein, et on défunt. Mais je crois que personne n'a envie de tirer sur le corbillard. Absolument, ça c'est clair. Monsieur Ahidjo. Voilà. C'est où je voulais en venir. La tradition à partir de ce moment-là, c'est quand il s'agit des autres, du point de vue des autres. Oui, comment ça? Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? À partir de ce moment-là, je vais épouser donc la thèse de prof, parce que simplement, Ahidjo est déjà mort. Il est mort. Il y a eu des bisbilles entre son, comment on dit, son successeur hein, et lui. Ça c'est terminé, monsieur Anani. Ça c'est terminé. Voilà. Le problème de madame n'a rien à voir dans cette affaire. Si, le problème de madame, il y a le droit. Attendez. Il y a le droit. Autant qu'elle, vous êtes propriétaire de votre carte d'identité nationale. Et alors? Donc, à partir de ce moment, Ahidjo vous appartient. Non. Absolument. Non, pas du tout. Comment? Mais il y a eu des gens qui sont morts à l'extérieur, qui ont fui Ahidjo et mourir à l'extérieur. Pourquoi on n'est pas allé les ramener? Je vais dire simplement, hein, oui. Dans le cadre, que ce soit politique ou associatif,
on peut se constituer et poser ce problème d'Aïdjo et qu'on se fasse entendre où que ce soit. Lazare dit que le retour de la dépouille d'Aïdjo ne revient pas à sa famille mais à l'État du Cameroun. C'était quand même un ancien président du Cameroun. Bien sûr. D'accord. Ça, c'est les paroles des gens du quartier. Parce que c'est un ancien président, on ne tient pas compte des textes. C'est un avis, c'est tout. Mais quand il y a eu amnistie, c'est pas une réhabilitation? C'est une réhabilitation. Normalement, c'est une réhabilitation. Mais je dis que le corps appartient d'abord à Madame Aïdjo. Doyen, attendez. Vous voulez que je vous donne des exemples? Oui. Monsieur De Gaulle meurt. Ça, c'est Zinsou qui m'a dit ça. De Gaulle meurt en 70, un an après qu'il soit parti de la présidence de la République. Oui. Quand on va à son inhumation, Madame De Gaulle dit qu'elle ne veut voir aucun chef d'État. De Gaulle a laissé un testament à sa femme. Si. Non, elle n'a pas laissé. Il a laissé un testament. Vérifiez l'histoire. Non, madame. Maître, je parle laissez que je parle. De Gaulle a refusé de se faire enterrer au Panthéon. Laissez que je parle. Il a dit ça, il a laissé un testament. Non, je ne parle pas du Panthéon. Maître. S'il vous plaît, monsieur. Allez-y. De Gaulle meurt. Monsieur Benzi. Zinsou me dit qu'ils sont partis à l'enterrement. Madame De Gaulle a dit qu'elle ne voulait voir personne. On est allé. Dites-lui, comparaison n'est pas raison. Laissez monsieur, s'il vous vous plaît. Laissez ça n'a rien à voir. Allez-y, monsieur, continue. Zinsou me dit, nous sommes arrêtés, Aïdjo et moi, à Notre-Dame. Pompidou meurt, étant au pouvoir en 74. Madame Pompidou dit, je ne veux voir personne, y compris Senghor. Cette précision est importante parce que c'est Senghor qui lui a présenté. Quel rapport avec Aïdjo? Mais il y a un rapport que le droit dit que Madame Aïdjo est responsable du corps de son mari avant les autres. Alors, je dis le droit. D'abord, je voudrais dire tout simplement par rapport à l'histoire, avant de revenir au droit. Oui. Il y a un problème déjà au niveau des musulmans. Je crois qu'un musulman meurt quelque part, on l'enterre immédiatement là où il est mort. Donc, je ne sais pas si c'est vrai. D'accord. Je voulais une précision. Oui. Une précision, rapidement. Oui. D'accord. Le musulman, quand il décède, statutairement... On ne l'amène pas à la mort. Non. Il a 48 heures. Oui. On peut traîner, balloter et tout ça, mais 48 heures, c'est le maximum qu'on puisse. Il y a des cas exceptionnels, comme dans le cas d'Aïdjo, ça a pris 72 heures parce qu'on attendait la réponse de Yaoundé. Oui. D'accord? Mais après ça, on doit l'enterrer. Ah non. Okay. Je viens. Et la suite c'est quoi? C'est que si ce monsieur est exhumable dans le futur, l'islam n'interdit pas. Ok, mais je n'ai pas terminé alors. Oui, donc je mets les balises éventuellement si vous voulez. Là, je voilà. Pas donc on en est là. Ce que je voulais dire, ça c'est également, j'ai vu que dans votre livre d'historien, vous avez mis une personnalité qui est un ami très proche d'Aïdjo, qui s'appelle M. Derlin Zinsou, le président Zinsou, qui est encore vivant. Ouais. J'avais fait un rapport historique, son fils Lionel, son fils est un ami à moi. Malheureusement. Et son neveu. Et son fils Alain est mon camarade de classe. Bon. Et c'est lui qui a ramené le corps. Attends, je rappelle, c'est lui qui a ramené le corps du président Sopo Priso, dont je peux dire qu'il était le beau-frère de le beau-père de mon frère. Oui. Bon. Donc c'est quelqu'un qui nous a raconté, d'ailleurs, et Madame Aïdjo, elle l'a dit, je pense qu'elle aurait voulu avoir une sorte d'obsèque officielle. C'est ça. C'est légitime. Le problème qui se pose actuellement entre certaines personnes qui ne souhaitent pas, au niveau de Yaoundé, qu'il y ait des obsèques officielles, compte tenu de ce passé très récent. Mais le gouvernement camerounais n'a jamais été hostile à une participation pour que le corps revienne. L'exigence... Il commence donc par délivrer des passeports camerounais. Est-ce qu'il y a un problème de passeport? Si. Non. Si. Monsieur, le fils d'Aïdjo a un passeport. Il est déjà... Excusez-moi. Attends, non, on parlait de madame. Ne déviez pas le sujet. Le fils d'Aïdjo a un passeport. Attendez. Quand le président Aïdjo meurt, des instructions très hautes ont été données pour faciliter le départ de toute la famille, avec l'aide d'ailleurs du gouvernement, pour qu'ils aillent à Dakar. Se concerter. Donc ça, avec la participation du gouvernement. Vous voulez toujours dire que les autres n'ont pas de cœur. Et je voudrais dire ici, et c'est pour là le rôle de la femme qui est important, elle a fait ces déclarations à moult reprises. Son problème, c'était des exigences qu'elle avait
vis-à-vis du gouvernement. Elle voulait des obsèques officielles parce qu'on ne peut pas enterrer n'importe comment, il faut que machin. Et c'est sur ce point-là, s'il a une action totalement diplomatique. Je ne vois pas le problème jusque-là. Hein. Non, elle voulait des obsèques officielles. Et les autres ne voulaient pas. C'est normal. Mais non! Il a quand même eu des coups d'État, il y a eu des condamnations. Vous avez évoqué vous-même l'amnistie. L'amnistie n'enlève pas ça. Comment vous dites c'est normal? L'amnistie au point de vue, je n'enlève pas ça. C'est trop facile que les autres vous demandez aux autres d'oublier. C'est comme si l'amnistie n'entraîne pas réhabilitation. L'œil du Sahel écrit quoi? Tous les jours, il met les noms des gens qui sont morts. Alors que ceux du Sud, ils ne mettent pas. Non, précision. L'œil du Sahel rappelle qu'on a tué des gens. Non, je voudrais terminer. On ne sait pas où on les a enterrés. S'il vous plaît. Je voudrais terminer. Voilà c'est notre débat. Oui, c'est notre débat. Monsieur Bindi. Monsieur Bindi. Moi, je ne veux pas qu'il y ait 1000 débats. Monsieur Bindi, monsieur Pincé a la parole. Terminez, monsieur Pincé. Parce qu'on va conclure. Je voudrais terminer tout simplement que ça c'est triste, ce débat, parce qu'il ne peut pas y avoir un bras de fer entre Mme Aïdjo et un président de la République. Ça, c'est inacceptable. Le problème est d'ordre, j'allais dire, diplomatique. C'est tout. Qu'elle essaie un peu de mettre un peu de rondeur. Mais quand Frondia a des bras de fer avec le président de la République, vous trouvez que c'est normal alors? Il s'est terminé avec 10%. S'il vous plaît, il y a Ousmane qui dit que, il y a Ousmane qui explique que, toujours, si le... Monsieur Bindi, au Cameroun, on n'est pas, même à tout ce temps au Cameroun. Si le corps de M. Aïdjo appartient à Mme Aïdjo, étant chef d'État, comment est-il possible que le corps d'un gendarme, par exemple, appartienne-t-il au gouvernement et que c'est le gouvernement qui prend en charge les obsèques? Non, alors, s'il vous plaît, comme ça devient très passionné, je mets donc fin à l'émission. C'est moi-même qui conclue. C'est moi qui conclue. Oui, je suis obligé parce que ça devient très passionné. Non, il manque 2 minutes. Il manque 2 minutes. Ah bon, il manque 2 minutes. Donc on est arrivé à la fin de l'émission. Hein? Okay. Je mets donc un terme. Et je remercie tous ceux qui ont bien voulu regarder l'émission. Conclusion. Oui, c'est conclu à votre place. Pour vous dire que les émissions qu'on fait, ce sont des émissions historiques qui ont pour but de rassembler les Camerounais et non pas les diviser. Donc, on en parle parce qu'on estime que ça fait partie de l'histoire de notre pays. Bonsoir. Mais personne n'a été pour la division des Camerounais. Non, je n'ai pas dit qu'on était pour la division des Camerounais.